Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le 15e épisode de La Lame, le podcast qui parle d'art, de militantisme et d'entrepreneuriat. Aujourd'hui, on se retrouve avec la dernière invitée du podcast de l'année. Il s'agit de Maëva Chazalon, une amie à moi qui est réalisatrice, régisseuse, productrice. Elle fait plein de trucs, elle est trop chouette. Je vais pas parler 1000 ans, elle va se présenter dans tous les cas. Donc si le podcast vous plaît, n'hésitez pas à le soutenir, vraiment c'est hyper important pour la motivation, pour continuer et pour espérer pouvoir en faire un projet à long terme. Donc n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur vos applis de podcast préférés ou à partager les extraits sur les réseaux sociaux, etc. Enfin vraiment ce serait d'une grande aide, donc merci à vous. Je ne parle pas plus longtemps et je vous laisse avec cet épisode. Très belle écoute à vous. Bonjour Maëva. Bonjour Louise. Bienvenue au micro de La Lame. C'est chouette de te recevoir ici et merci du coup d'être passée par là. Ça fait plaisir. Bah grave, avec grand plaisir aussi, depuis le temps qu'on en parle. Ouais, parce que du coup, pour ceux qui savent pas, Maëva et moi on se connaît bien. Je t'ai rencontrée à Kino Lyon, oui. L'association. Il y a deux... Ouais. Quand t'es arrivée à Lyon. Ouais, c'est ça. Donc il y a 2 ans, t'es arrivée à Lyon ? Ouais. Ouais. Il y a 2 ans et demi, 3 ans. Ouais, 3 ans. Allez, 2-3 ans. On va se mettre d'accord là-dessus. On a fait des photos, après on a participé à des courts-métrages ensemble, et maintenant on fait plein de choses ensemble, donc c'est trop chouette. Mais du coup, on se connaît dans la vraie vie, et moi, ce qui m'a toujours un peu marqué chez toi, c'est que tu fais beaucoup de trucs. C'est gentil. Tu fais plein de choses, et que je trouve que t'es quand même hyper... à fond, j'allais dire pour ton âge, mais ça va te saouler. Non, mais genre, t'as quand même commencé très jeune et je trouve que t'as un parcours super intéressant et que tu défends des valeurs super chouettes. Donc, j'avais envie de le partager avec les gens aujourd'hui. Mais du coup, pour ceux qui te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter ? Ouais, carrément. Du coup, moi, je suis passionnée de cinéma depuis que j'ai 11 ans. J'ai commencé à faire des petits courts-métrages, des petits sketchs avec mon frère à cette époque-là. Et puis de mes 12 à mes 16 ans, j'ai fait des stages, on va dire, de réalisation, de colonies, un peu de vacances. Enfin, c'était tout autour du cinéma. Et du coup, pendant ces 4 ans de stage, du coup, j'ai un peu expérimenté, etc. Puis après ça, du coup, un peu bac classique, ES. Mais à côté, du coup, j'avais une option ciné, du coup, qui m'a vraiment fait apprendre un peu l'histoire du cinéma et les premiers éléments de technique. Et après le bac, j'ai tout de suite enchaîné avec du coup une école de cinéma sur Lyon. Une école de cinéma sur Lyon où je me suis spécialisée du coup en production. Et en parallèle du coup de cette école, j'ai créé avec un ami Les Dissociés, donc en avril 2020. Donc qui est encore une association d'audiovisuel cinéma où on fait des clips, des fictions, des prestations. Et à cette époque-là, du coup, on avait déjà envie de s'engager dans un cinéma du coup plus inclusif, plus responsable. Et du coup, voilà. Et du coup, là, ça fait 3 ans et demi qu'on a monté cet asso. Et là, on est en train de la monter en boîte de production. Donc, plus avec cet ami-là avec qui je l'ai créé, mais du coup, avec maintenant d'autres associés. Et voilà. Et puis à côté, du coup, ça fait moi maintenant 1 an et quelques que j'ai fini l'école. Et entre-temps, du coup, j'enchaîne avec de l'intermittence, de la régie, de l'assistanat mise en scène et des choses comme ça. Ouais, c'est ce que j'allais te demander. C'est quoi un peu tes postes préférés ou ce que tu aimes faire dans le ciné ? Ce que je préfère, c'est faire de la réal, parce que c'est là où je pense que je m'épanouis le plus. Parce que c'est de la création, c'est de la direction d'actrices, c'est de la gestion d'équipe, et c'est tout plein de choses que je trouve hyper passionnant. Enfin, c'est de donner un bout de soi dans une œuvre qui après peut appartenir à tout le monde, et ça, je trouve ça trop chouette. Mais sinon, je fais aussi de la production et j'aime beaucoup ça aussi, de produire du coup un film. Donc au poste notamment de
soit productrice, pardon, ou soit directrice de prod. C'est assez différent, mais le fait aussi de porter un film et d'aider quelqu'un à monter son projet et à ce que ce projet prenne vie, c'est aussi hyper enrichissant et c'est... je me sens un peu remplie, complète quand je fais ce genre de poste, d'accompagnement du coup plus. Mais sinon, j'aime bien aussi l'assistanat réalisation, où c'est du coup tout le côté planification, gestion d'équipe, logistique. Enfin, pas forcément logistique, mais en tout cas, être en lien avec tous les les membres de l'équipe. Voilà, c'est ça, ouais. Être en lien avec tous les membres de l'équipe et du coup, vraiment gérer le temps sur un plateau, ça j'aime bien. Et après, sinon, j'apprécie, mais ça reste quelque chose que j'apprécie, mais c'est ce que je fais le moins, c'est de la régie. Donc c'est vraiment tout ce qui est question de logistique, transport, alimentaire, sanitaire, etc. Sur un tournage, du coup, et même parfois dans de l'événementiel. Donc c'est intéressant, mais c'est pas forcément ce qui me porte. Mais j'aime beaucoup le faire de temps en temps. T'as fait aussi du jeu, un peu? Oui, un petit peu. Ouais. Un petit peu. J'avais fait 5 ans de théâtre quand j'étais plus jeune, entre mes 14 et mes 17 ans à peu près. Et avant, je voulais faire actrice. Avant de me lancer en école de ciné, du coup, pour passer derrière la caméra. Mais déjà, bon, il y avait le côté de mes parents. Déjà, le monde du cinéma, ils étaient pas hyper chauds, mais encore moins actrice. Donc, je me suis dit, je vais plus me diriger vers quelque chose de un peu plus technique. Et puis, il y avait aussi, je pense que c'est pas forcément à terme, ou en tout cas à temps plein, ce qui me correspondrait. Dans le sens où c'est donner beaucoup, beaucoup de soi. C'est son physique qui est son outil. Et c'est toi, tu es ton outil. Et je pense que pour le moment, c'est pas forcément ce qui... Enfin, je pense pas être encore assez à l'aise avec l'entièreté de mon outil pour expérimenter ça. Mais j'aime beaucoup jouer de temps en temps pour des courts-métrages de potes. Et j'imagine que ça t'a peut-être aussi donné une autre vision de ces métiers. Est-ce que t'as l'impression que le fait que t'aies fait un peu tous ces différents postes, tu fais mieux ton travail parce que tu connais mieux la réalité des trucs ou pas forcément? J'espère. J'espère. Après, je sais pas exactement, dans le sens où, dans l'école où j'étais, on a quand même essayé beaucoup de postes avant de choisir la section dans laquelle on voulait s'orienter. Mais je pense qu'effectivement, et ça j'aime bien le dire, mais c'est que on comprend pas réellement le fonctionnement d'un tournage ou toutes les difficultés que ça peut avoir quand on n'a pas fait de la régie. Parce que pour moi, c'est vraiment le poste qui prend le plus cher et qui est le moins considéré. Après, tous les postes peuvent dire ça aussi de son propre poste, mais dans le sens où c'est un poste très très dur, t'es le premier arrivé sur le lieu, t'es le dernier reparti, et globalement, si y a le moindre couac, c'est toi qui dois le régler, etc. Donc je pense que c'est pas forcément le fait d'avoir fait plein de postes, mais surtout d'avoir fait de la régie, je pense, qui m'a permis de comprendre un peu plus les tenants et aboutissants d'un film, au-delà même du film en lui-même, quoi. Ok. Et ton école, est-ce que tu veux en parler ou pas? Est-ce que tu as l'impression que ça t'a apporté? Est-ce que tu as aimé les enseignements qu'on te donnait ou... Du coup, déjà, mon école de cinéma a été très intéressante et enrichissante sur beaucoup de points, dans le sens où je pense que j'aurais pas pu apprendre autant et aussi vite de moi-même ou à la fac, je pense, parce qu'il manque énormément de pratiques à la fac. Et puis, ça m'a permis de rencontrer du monde aussi. Et donc, c'est une question de réseau plus. Mais en vrai, j'ai eu l'impression d'avoir beaucoup plus appris avec mon asso et les tournages que j'ai pu faire ailleurs. Mais en même temps, c'est très lié parce que j'aurais pas forcément monté cet asso-là si j'avais pas rencontré cet ami-là qui était à l'école. Enfin, Théo. Enfin, si j'avais pas rencontré Théo dans cette école, j'aurais pas forcément monté l'asso. Et plein de gens qui travaillent encore maintenant avec moi aujourd'hui ou avec qui je travaille, je les aurais pas forcément connus hors école. Et je pense que j'aurais pas forcément eu non plus une certaine méthodologie, une certaine rigueur sur certains points si j'avais pas fait d'école. Après, moi je sais que le principe d'une école privée, déjà ça fait que t'es pas hyper mélangé, enfin c'est beaucoup d'entre-soi. Et puis il y a aussi, en tout cas l'année où j'étais, je sais que moi j'ai eu l'impression que sur certains points on était encore au lycée.
que ce soit sur le traitement des profs envers nous, que ce soit sur la manière dont même nous, ensemble, on interagissait entre élèves. Beaucoup de trucs dans le dos, enfin les trucs comme ça et tout, moi ça me plaisait pas forcément. Et là où j'ai commencé à réellement trouver des collègues, c'était un peu à côté. Quand j'ai commencé à aller à Kino par exemple, ou quand j'ai rencontré Noah, ou quand j'ai rencontré plein d'autres gens en dehors de ces cercles, et quand j'ai vraiment monté mes projets perso aussi. T'as l'impression que ça vous préparait peut-être pas assez bien au milieu professionnel, ou ça va, enfin, parce que tu m'as parlé d'un point de vue technique, mais t'as dit que ça avait un aspect un peu lycéen. En mode, est-ce que tu avais l'impression que vous étiez armés pour le monde professionnel ou que c'est complètement différent? Alors, je dirais qu'on est armé dans une certaine mesure, mais après, en même temps, passer de école à monde pro, je pense qu'il y a aucune... Enfin, si, mais je pense qu'il y a aucune école qui fait 100% ça. Enfin, je pense que c'est un peu... Enfin, pas impossible, mais que c'est compliqué. C'est pour ça qu'on a des stages. Mais je pense qu'on a été très peu guidés sur comment trouver nos stages. Et qu'en fait, même après l'école, le suivi post-école, je trouve qu'il n'est pas forcément bon. Parce que globalement, si j'étais pas restée en contact avec certaines personnes à l'école, ils auraient juste pas de nouvelles de moi, et ça se trouve, j'aurais juste abandonné après. Ou pas. Mais voilà, mais je pense que justement, on nous préparait trop au monde pro, mais dans le mauvais sens du terme, où parfois ils avaient, je trouve, des manières d'enseigner ou même d'interagir avec nous que je trouvais un peu malveillantes, ou parfois pas forcément voulu, mais en tout cas que le résultat faisait qu'il y avait tout le temps de la défiance, qu'on n'avait pas forcément confiance dans la direction, qu'on n'avait pas forcément confiance les uns les autres. Et parce qu'on nous a aussi dit, mais on vous prépare au monde pro, c'est pas un monde de bisounours, donc on fait en sorte que vous compreniez comment ça se passe. Par exemple, pour prendre un tout petit exemple au pif, quand on devait faire sur notre 3e année un projet pro, donc on était par équipe de 3, un projet professionnel, et il fallait écrire un scénario et on avait des retours. Moi, j'ai trouvé que les retours étaient pas forcément déjà pertinents tout le temps, et ensuite ils étaient pas forcément bienveillants. Dans le sens... Ouais, vas-y, pardon. Non, vas-y. Dans le sens où justement, ils voulaient qu'on nous montre que c'était le vrai monde pro, où on nous casse et on nous montre ce que c'est de se faire un peu mal parler ou machin, et enfin les trucs comme ça, quoi. Ouais, c'est une métaphore qu'on voit pas mal dans le cinéma. On dit tout le temps, ah, c'est un monde de requins, il faut t'y préparer et tout. C'est un truc qui te dérange, ça, ou... Ouais, complètement. Parce que déjà, je trouve que c'est pas vrai. De ma propre expérience, donc qui est pas non plus... je suis encore un bébé dans le cinéma, donc du coup, j'ai pas fait énormément de tournages, et je suis surtout restée du côté court-métrage pour le moment. Donc je sais pas forcément comment ça se passe sur un long-métrage ou sur les choses comme ça. Mais je pense que, bien sûr, c'est un monde de requins, mais je pense qu'à partir du moment où il y a de l'argent en jeu dans des milieux, forcément, il y aura une compétition assez rude où il faudra se battre énormément, et c'est pas forcément bien en vrai, mais qu'il faudra persévérer pour rester dans ce milieu-là si on a envie et si on a la force d'y rester. Mais pour toutes les personnes que j'ai rencontrées, en tout cas sur la plupart des tournages que j'ai faits, c'était beaucoup des gens bienveillants en vrai. Enfin, c'est juste des gens normaux, c'est des gens comme nous qui ont leur vie, leurs problèmes, leurs trucs, et qui en soi sont pas méchants. Donc après voilà, l'économie du court-métrage, ça reste très bas, et c'est vraiment pas pareil que en haut. Mais voilà. Je pense qu'il y a peut-être aussi le truc dans un monde enseignant, ou en tout cas dans une envie d'apprentissage quelconque, on a l'impression toujours que l'exigence, ça va avec le fait d'être sévère, par exemple vous faire des retours hyper froids, alors que perso, je pense, et je sais pas ce que t'en penses toi, mais que tu peux faire des retours hyper bienveillants ou travailler en bienveillance avec les gens, et pour autant être hyper exigeant avec eux ou avec toi. Complètement. Par exemple, l'exemple type en termes de film, pour celles et ceux qui l'ont vu, c'est... j'ai même plus le nom du film. Je sais pas si tu vois, de Damien Chazelle, le mec qui joue à la batterie. Whiplash. Voilà, l'exemple type, c'est Whiplash, où moi je trouve que, bien sûr, le mec à la fin il atteint l'excellence, etc. Mais même il y a plein d'études sociaux qui ont montré que c'était pas nécessaire d'avoir
cette sévérité-là et en fait ce côté clashé, mais enfin ce côté bref très dur, et que on pouvait atteindre l'excellence aussi juste en poussant les gens à faire mieux avec les moyens qu'ils ont, etc. Mais est-ce que tu dirais que pour un peu se préparer à la vie pro et essayer d'avoir assez d'expérience, l'école c'est bien, mais que du coup il faut faire aussi des trucs à côté? Ouais, complètement. Complètement. Je sais même pas si j'inviterais les gens à aller dans une école privée, honnêtement. Parce que moi j'ai eu la chance de pouvoir y aller parce que mes parents avaient les moyens de me la payer, mais en vrai, en dehors de ça, bon après il y en a autour de moi qui ont fait des prêts, etc., mais je suis pas certaine que ça vaille le coup de faire à ce point-là après, parce que c'est quand même 7 000 € par an, donc ce qui est énorme. Et je pense que si je pouvais revenir en arrière, mais je suis quand même très contente de l'évolution que j'ai eue maintenant, je pense que je me serais forcée à continuer les concours d'école publique, parce que je les trouve beaucoup plus pertinentes sur la manière dont ils enseignent. Et même c'est gratuit en fait, donc du coup il y a de ça. Mais complètement, si après... moi, je sais que j'y suis allée parce que c'était une envie profonde et que c'était brûlant à ce moment-là, que je venais juste d'avoir 18 ans et que j'avais pas envie de faire autre chose de ma vie. Donc, je suis allée dans une école privée parce que j'avais pas été prise dans les écoles publiques. Mais effectivement, l'école, ça suffira jamais, je trouve, pour se préparer à ce que tu veux faire. Après, tout dépend de tes objectifs aussi, je pense, parce que moi, j'ai toujours été dans ce truc-là de vouloir réaliser, de vouloir produire des choses, et donc qui sont quand même des choses de leadership, de gestion d'équipe et de monter des projets. C'est pas le cas de tout le monde, et c'est ok aussi. Et je pense que quand tu veux devenir réal ou devenir prod, déjà t'es obligé d'en faire à côté. Ça, c'est sûr et certain. Mais même tous les autres postes pour expérimenter à côté, l'école, ça suffit pas. Donc ouais, carrément. ouais. C'est cool aussi de dire que t'es pas obligé de vouloir faire réel ou quoi. Il y a plein d'autres postes qui sont trop chouettes. Et je trouve qu'on a grave une sorte d'élitisme en mode ok, être réel, c'est le meilleur poste. Et puis tous les autres, c'est les petites mains en dessous. Carrément. Je sais pas, typiquement sur un plateau de photographe, la make-up artiste ou le make-up artiste, c'est jamais la personne qu'on va mettre en haut un peu de la chaîne, alors que tous les postes sont essentiels. Mais sont importants, ouais. Carrément. Mais il y a aussi ce truc, et c'est je veux dire, c'est triste, mais c'est aussi comme ça. C'est les noms qu'on connaît le plus, les réals, c'est les noms de réals, les noms d'actrices. C'est ceux qui sont les plus connus parce que les plus médiatisés. Mais en vrai, oui, tous les postes sont hyper importants, mais je connais plein de gens autour de moi qui n'ont pas envie en fait de faire chef de poste, même chef de poste de base, par exemple chef opérateur image, chef opérateur son, et qui préfèrent en fait rester au poste d'assistant, et c'est trop bien aussi, parce que c'est aussi une réelle passion de vouloir en fait contribuer à un truc qui nous dépasse un petit peu, et en même temps savoir que ton rôle est essentiel, enfin tous les rôles sont essentiels du coup. Mais je pense qu'il y a aussi ce fantasme, je pense, au-delà d'élitisme, du réal, etc. Je pense que c'est aussi un fantasme, dans le sens où en première année, donc nous on était 90 à notre première année de promo, je pense que les 3/4, non j'abuse peut-être un peu, mais en vrai énormément de personnes voulaient faire réalisateur ou réalisatrice, parce que c'était le poste à avoir, c'est toi qui décides, c'est toi qui dirige les gens, c'est ta vision, c'est ton film. Mais en réalité, il y a que très peu de gens qui ont réalisé. Et au-delà de réaliser à l'école, il y en a aussi très peu qui ont monté des projets à côté. Donc il y a ce truc aussi de la réalité en face, enfin de la réalité des choses plutôt, où c'est en vrai hyper dur de réaliser et d'être content de ce qu'on fait, du produit final. Parce que moi, tous les premiers trucs, je pense que je suis pas forcément fière. Je suis fière du processus, pas forcément du résultat. Mais ouais, du coup, ouais. Ouais, carrément. De toute façon, il faut bien commencer quelque chose. C'est ça, de fou. Mais en fait, j'aimerais trop parler avec toi aussi d'esprit d'équipe et tout, parce que au ciné, c'est un truc important. Et surtout, j'imagine quand t'es justement un peu à l'œuvre pour essayer que tout le monde travaille ensemble et tout, enfin quand ton poste consiste à ça. Mais du coup, j'aimerais bien parler d'abord des dissociés. Ouais. Comme ça, je trouve que ce sera une bonne intro pour ça. Donc, tu nous as dit un petit peu, mais est-ce que tu pourrais un peu nous présenter en
plus en détail ce que c'est que les dissociés? Ouais, carrément. Mais du coup, c'est une asso qu'on a fondée le 29 avril 2020 avec Théo. Et c'était à une époque où, du coup, à ce moment-là, on préparait 2 courts-métrages ensemble. Donc, j'étais réalisatrice sur les 2 courts-métrages. Et ils devaient se tourner, du coup, en mars 2020 et en avril 2020. Donc, il y a eu le Covid. Et ce qui a fait que, du coup, on a eu beaucoup plus le temps pour préparer les choses en amont, parce qu'en vrai, il n'y avait rien qui était prêt. Et comme on travaillait énormément ensemble, on s'est dit, en fait, pourquoi est-ce qu'on montrait pas une asso? Parce que déjà, il y aurait un cadre légal, on aurait le droit d'avoir un compte bancaire, et on pourrait gérer tout ça en existant. Et on avait aussi cette volonté avec Théo de vouloir être indépendant au niveau de la création, de pas avoir, du coup, à l'époque, par exemple, une école derrière pour nous dire quoi faire. Et aussi, ça, c'était un peu plus de mon côté, mais Théo m'a toujours suivi là-dessus, c'était d'avoir en fait un certain engagement dans le cinéma, entre autres, parce que moi, le cinéma, ça, à partir de mon adolescence, ça a fait toutes mes représentations, ça a fait toute ma vie, et ça a été mes modèles un peu dans la vie, et c'est les sujets abordés dans les films aussi qui m'ont énormément marqué et qui m'ont fait dire ok, il y a tel sujet qui existe, il y a telle autre vision de la vie qui existe. Et du coup, avec Théo, on était d'accord sur le fait qu'on voulait faire un cinéma engagé, si ce n'est politique, mais au minimum engagé, avec une manière de produire aussi, donc tout ce qui tourne autour de l'organisation, de la préparation, et même sur le tournage, et même après, le plus écologique possible. À cette époque-là, il n'y avait pas forcément encore EcoProd, donc qui est une asso qui est dédiée à ça maintenant au niveau du cinéma en général, ou en tout cas, c'était pas aussi connu, parce que nous, en tout cas, on le connaissait pas à ce moment-là, ou en tout cas, ça venait d'être monté, etc. Et du coup, on était en mode, on a l'impression que le cinéma autour de nous, c'est hyper polluant. Enfin, c'est pas une impression, c'est réel, c'est hyper polluant. Donc, du coup, on n'avait pas envie de s'inscrire là-dedans, parce qu'on était en mode, si on fait du cinéma engagé ou politique, ça n'a pas de sens si derrière notre manière de produire, en fait, est désastreuse pour la planète. Et du coup, on n'avait pas tellement d'outils. En vrai, on faisait plus à l'instinct à ce moment-là. On était plus en mode, il y a tel truc qui pollue, juste on le fait pas, ou on le fait autrement. On fait du covoiturage, on essaye d'avoir des repas équilibrés, de saison, fait maison, etc. Du coup, voilà, donc ça s'est inscrit dans cette période-là. Et donc, en juillet, on a réalisé ensemble ces 2 cours. Enfin, j'ai réalisé, et lui, il était tout le temps mon assistant réal sur ces films-là, et à la prod aussi. On a réalisé ensemble ça. Donc, c'était des films qui tournaient autour de la culture du viol. Et c'est lesquels, du coup? Jouissif et l'une et l'autre. Ouais. Jouissif et l'une et l'autre. Donc, qui ont été mes vraies premières réalisations, on va dire, avec une équipe où c'était vraiment préparé, où il y avait des réelles intentions aussi que je posais derrière. C'est ça, donc c'est parti de là. Et puis après, on s'est dit, ok, en vrai, ça marche bien, c'est cool. On avait réussi à réunir des équipes autour de ça. On était une dizaine, quinzaine pour les équipes. Et puis après, on s'est dit, on va continuer, on va faire d'autres courts-métrages, on va faire d'autres clips. On avait fait pas mal de clips aussi pour... Parce que notre but, en fait, au tout début, on avait 18 ans, on était jeunes, on était en mode, notre but, c'est de monter une boîte après, qu'on soit une boîte de prod grave connue et tout. Voilà, avec ce rêve-là en tête. Et on s'est dit, pour ça, il nous faut un catalogue. Et tous nos films, dans notre tête, ils étaient faits pour être notre catalogue de vente. Et du coup, on a fait... il me semble 4-5 clips depuis les 3 ans là. On a fait 6-7 courts-métrages, je crois. On en a fait pas mal. Ensemble, on a fait des 48 heures, des concours 48 heures où on doit faire des films en 2 jours. On a fait et on a participé à des Nikon, à des choses comme ça, etc. Et voilà, et du coup c'est comme ça qu'en fait on a commencé à réunir des équipes autour de nous, des réguliers aussi, des gens avec qui déjà d'une on s'entendait bien au niveau feeling, et puis qu'on s'entendait bien au niveau du travail. Et du coup on a recommencé à travailler avec plusieurs gens qui sont revenus. Après ça change énormément en fonction de chaque film, parce que à chaque thématique j'ai l'impression qu'on a quand même aussi des gens qui sont peut-être plus touchés par ces thématiques-là. Et du coup on a fait ça jusqu'en été 2022, ensemble. Jusqu'en été 2022, on a fait tout ça ensemble, donc pendant à peu près 2 ans et quelques. Et
et après, Théo, lui, il a voulu plus s'orienter déjà dans l'intermittence du spectacle, se consacrer à ça. Et puis même, lui, il a déménagé à Montpellier, des choses comme ça. Donc, ce qui a fait qu'il y a eu une sorte de séparation, mais très bien. Enfin, il est encore toujours là en consultant. Donc c'était sur ça. Voilà. Et donc maintenant, les dissociés, c'est toi. Ouais, du coup, entre-temps, y a Noah qui nous a rejoint là-dessus, donc Noah Guardiola. Au moment où on s'est rencontrés, donc c'était en septembre 2021 qu'on s'est rencontrés. Et à partir de ce moment-là, on a commencé à travailler ensemble. Et puis après, à partir de janvier 2022 et jusqu'à la fin 2022, on a fait beaucoup de projets ensemble, donc courts-métrages, clips, choses comme ça. Et on travaillait vraiment bien ensemble. Et les choses sont aussi que, du coup, maintenant, c'est mon partenaire de vie. Donc, il y avait aussi ce côté, on a envie de travailler en couple et à la fois de monter un projet qui est plus grand que nous, donc le cinéma, et à la fois, en fait, on trouvait ça hyper cool, ce truc-là de savoir mélanger, enfin, c'est très compliqué en vrai, mais en tout cas, ça nous faisait un peu rêver, ce truc d'être un peu un couple du cinéma, etc. Mais du coup, à ce moment-là, Noah nous a vraiment rejoints dans Les Dissociés. Et c'est avec lui maintenant presque exclusivement que je fais tous les projets depuis du coup janvier 2022 à peu près. Et voilà. Mais ouais. Et ah oui, pardon. Et du coup maintenant il y a Chérine qui est là aussi. Donc Chérine, j'ai pas son nom de famille, donc Chérine qui est avec nous aussi, qui nous a rejoint donc pour le projet Chronique de la forteresse et du King. Donc il y a un court-métrage écrit et réalisé par Noah. Et elle nous a rejoint en production à ce moment-là, en janvier. Et en gros, depuis janvier, donc là, ça fait maintenant 11 mois qu'on travaille ensemble. Et vers cet été, donc en juillet, on s'est dit qu'en fait, on marchait assez bien ensemble. Et pourquoi pas qu'elle nous rejoigne en fait dans ce projet qu'on aurait maintenant. Donc là, pour l'instant, on est vraiment 3. Il y a peut-être une 4e personne qui nous rejoindrait. Mais il faut qu'on confirme ça. Mais pour, du coup, maintenant, monter une entreprise et se monter du coup en entreprise Les Dissociés et de continuer ce qu'on fait là, mais en essayant de se rémunérer. Incroyable. Voilà. Et Chérine, du coup, elle fait exclusivement de la prod ou elle fait d'autres? Elle fait majoritairement de la prod. Après, elle fait un peu d'assistanat réal, un peu de régie, mais ce qu'elle kiffe, elle, c'est la prod. En gros. Avant qu'on parle de ce que vous voulez monter comme entreprise et tout, j'aimerais trop revenir à quand t'as dit qu'à 18 ans, avec Théo, vous aviez le rêve de vivre de ça, mais surtout de vraiment faire une boîte de prod. Enfin, vous aviez déjà tout cet aspect-là dans la tête, de faire un catalogue et tout. Ouais. Moi, à 18 ans, j'avais pas du tout ça dans la tête. Enfin, je connaissais pas trop l'entrepreneuriat, je connaissais pas tous ces trucs-là. Comment ça vous est venu? D'où ça vient Ouais, déjà, on n'avait pas le mot entrepreneuriat en tête à ce moment-là. Nous, c'était juste, on monte des projets et soit ça marche, soit ça marche pas. Et ce qui a fait que, ensemble, on a fait, il me semble, à peu près une 20aine de tournages ensemble. Donc, sur 2 ans et demi, 3 ans. Donc, déjà ça. Et en fait, c'est venu parce que, je pense, grâce aux représentations que j'ai eues, en fait, sur Internet. Parce que du coup, pendant tout mon lycée, au lieu de réviser, je traînais sur YouTube. Et vraiment, je pense que je suis clairement un produit de YouTube, une enfant de YouTube de l'époque, où à l'époque, du coup, il y avait les Suricates, Golden Moustache, il y avait le studio Bagel qui faisait officier de la fiction, il y avait même Cyprien à l'époque qui commençait à faire des courts-métrages. Et le collectif qui m'a le plus inspiré, c'est les Parasites. Et les Parasites, en fait, faisaient des films engagés. Et même là, dans leur manière de produire, etc., c'est engagé. Et rien que ça, en fait, j'étais en mode, ok, moi, je veux faire pareil. Et du coup, je suis en mode, eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait des 48 heures. On va faire des 48 heures. Parce que j'ai commencé à faire des 48 heures parce que je les ai vus. Mais du coup, mes tout premiers tournages, vraiment, c'était des 48 heures. Et ils faisaient des 48 heures. Puis après, ils faisaient des films. Et je me suis dit, ils font des films, je vais faire des films. Et eux, c'était sur des sujets assez engagés. En vrai, c'était... Il y a la fin du monde. Ouais, il y a l'effondrement. L'effondrement, donc il parle de l'effondrement écologique. Mais à l'époque, c'était en 48 heures. Donc j'ai en mode, waouh, en 2 jours, vous arrivez à faire des films engagés comme ça. C'était sur... en plus, ouais, carrément. Carrément. Et justement, en fait, c'est en partie grâce à eux que j'ai fait une école de cinéma.
dans le sens où j'ai parlé avec un des membres de leur collectif un peu sur Instagram et je lui demandais c'était quoi son parcours. Et il m'a dit j'ai fait telle école, machin. Bon, j'ai pas fait la même du coup, mais je me suis dit ok, faut que je fasse une école de cinéma. Donc en vrai, avec le recul, ils m'ont marqué de ouf. Et déjà, je m'en étais pas forcément rendu compte jusqu'à assez récemment. Et c'est en rencontrant du coup la cuisinière, la cantinière cuisinière d'un de leurs tournages, enfin de leur résidence, où elle m'a dit que justement ils étaient hyper engagés derrière et tout, que ça m'a vraiment fait du bien et que je me suis dit ok, en fait c'est possible parce que maintenant ils sont produits par Canal+, enfin en tout cas ils sont diffusés par Canal+, ou des choses comme ça. Ils font plein d'autres conférences ou plein d'autres choses et je suis en mode ok, en vrai c'est possible. Donc il y avait de ça. Et le principe de catalogue, en vrai, je me l'étais pas dit comme ça. Là, je le dis comme ça parce que maintenant, on a un peu plus les termes. Mais j'étais juste en mode, faut que je fasse des trucs comme ça, j'aurai des trucs à montrer. C'était vraiment juste ça. Trop cool. Donc voilà. Et t'as des fortes valeurs quand même dans tes productions. Est-ce que ton militantisme, enfin, si tu l'appelles comme ça, mais est-ce que ton engagement, en tout cas, tu l'as connu via justement ces représentations, genre typiquement les parasites et ça a donné des valeurs ou enfin d'où t'es venu ton engagement quand est-ce que t'as commencé à te poser des questions sur les représentations On peut dire militantisme, ça me va aussi. Je pense que j'ai commencé en tout cas ma réflexion là-dessus, mais toute petite. Juste, il n'y avait pas ce terme-là, militant, engagement, féminisme, machin, etc. C'est juste que quand j'étais petite, j'avais que des amis garçons. Et je voulais que faire les trucs de garçons, jouer au foot, enfin tous les trucs comme ça, etc. Et je sais déjà qu'à l'époque, il y avait déjà des remarques là-dessus. Après, ça s'est banalisé et du coup, tout le monde était en mode c'est Maëva, c'est normal, elle est avec les garçons. Mais il y avait ce truc-là. Et déjà, rien qu'à l'époque, je me rappelle que j'étais contente qu'on me dise tu joues aussi bien qu'un mec au foot. J'étais en mode et je me rappelle qu'à l'époque c'était grave un compliment pour moi. Et après c'est en ayant la puberté entre autres que je me suis rendu compte de toutes les discriminations liées au genre et notamment parce que quand j'ai changé de collège en gros tout simplement je m'habillais on va dire de manière masculine et ça faisait c'était une source de moquerie à l'école, enfin genre j'ai été beaucoup harcelée pendant mon collège et tout, et entre autres par rapport à ça, enfin tout le monde me traitait de Gwyn entre autres, et même moi à l'époque je savais pas trop ce que c'était d'être lesbienne et bref, il y a eu tout ce truc là où je me suis dit en fait c'est hyper injuste, je comprends pas. Ce qui a même créé une sorte d'homophobie par rejet du coup de ça. Et du coup, quand j'ai découvert que j'aimais vraiment les femmes, j'étais en mode ok, là il y a un problème, faut voir. Et du coup, en fait, c'est suite, je pense, à l'homophobie que j'ai subie pendant mon collège-lycée que je me suis dit ok, en fait, il y a des injustices qui existent. Et moi, c'est vraiment grâce à Instagram. Mais en fait, voilà, je suis une enfant d'Instagram, une enfant de YouTube. Enfin, je suis une enfant des réseaux sociaux. Enfin, c'est un peu notre génération aussi. Maintenant, je prends beaucoup de recul par rapport à ça, mais à cette époque-là, c'était vraiment une émancipation de ouf, les réseaux sociaux, parce que j'étais pas appréciée au lycée ou au collège, mais sur les réseaux sociaux, j'avais fait un compte hyper engagé où je parlais beaucoup du rapport au corps et de la nudité, et entre autres aussi des causes LGBT+. Et petit à petit, voilà, j'ai commencé à voir des gens qui m'ont suivi. Et ça, je l'ai fait quand j'avais 16 ans, à peu près, ce compte-là. Et mais déjà, dès la 6e, 5e, je trouvais ça injuste la manière dont j'étais traitée par rapport à mon frère, ou même par rapport aux garçons en général, pas forcément mon frère. Mais après, c'est aussi parce que ma famille est très traditionnaliste de base. Après, ils ont dû changer un petit peu avec moi, mais par exemple, chez mes grands-parents, j'avais pas le droit de siffler parce que j'étais une meuf. Enfin, c'est plein de petits trucs comme ça qui m'ont fait prendre conscience qu'en fait, j'avais pas les mêmes droits. Ou en tout cas, on me les donnait pas forcément. Après, moi, j'avais ce truc de je m'en fous, je fais les trucs. Et je suis assez tête de mule aussi. Ouais. Donc voilà. Mais, en plus, du coup, avec ton compte Insta, c'était un peu une sorte de blogging finalement, non ? C'est quoi du blogging ? Des gens qui écrivent des blogs. Enfin, tu sais, c'est oui, un peu une sorte de... Ouais. Carrément. Non, mais c'est blogging, sur MySpace. C'est le blogging. Non, mais je veux dire, c'est une façon d'utiliser un compte Insta qui est pas juste tu montres des trucs. Là, c'était vraiment le but, j'imagine, de avoir des interactions avec les gens avec qui tu parles.
Et du coup, directement, tu étais quand même dans un aspect un peu revendicatif. Ah, tellement. Mais au début, j'avais même mis ce compte-là en privé pour pas que j'accepte les gens de mon collège et tout. Et donc, j'étais en privé, il y avait que mes amis proches, mais ils étaient déjà... Enfin, bon, c'est pas que mes amis proches, mais du coup, les contacts, etc. On était 200 sur ce compte-là. Et rien que ça, je trouvais ça ouf. Et après, avec le temps, j'ai pris confiance en moi. Et, enfin, en tout cas, à ce moment-là, par rapport à ça. Et je sais que ce compte-là, Instagram, m'a vraiment aidé à prendre confiance en moi et confiance en le fait que je pouvais avoir un impact, aussi minime soit-il, parce que je voyais vraiment les réseaux sociaux comme une autre manière de militer, parce que bon, déjà j'étais mineure, donc j'allais pas en manif, ou enfin en tout cas j'avais pas du tout moi cette culture-là de la manifestation, où moi les seules manifs que je voyais c'était vraiment à la télé, donc du coup hyper violent, hyper machin, mais ouais, dans mon village, Ouais. ma petite ville, en dehors de Lyon, effectivement il y avait pas trop de manifestations, et du coup je ne suis pas véhiculée, je suis mineure, donc je ne peux pas me déplacer réellement dans la ville de Lyon, parce qu'il y avait pas beaucoup de transports en commun non plus, donc voilà. Mais bref, tout ça pour dire que moi, c'était vraiment sur Internet que je voyais le militantisme et que ça m'a aidée en fait aussi. Et voilà. Et t'avais quoi comme retour sur ce que tu postais? Les gens, c'était des problématiques pour eux aussi? Est-ce que t'avais des critiques? Alors, j'en avais quelques-unes de critiques, mais ce qui était drôle, c'était que c'était toujours dans mon dos, donc je m'en foutais un peu. Enfin, je veux dire, dans les personnes réelles autour de moi, c'était toujours dans mon dos, il y avait jamais personne qui venait me le dire en face. J'ai eu beaucoup de retours positifs, parce qu'à cette époque-là, c'était beaucoup autour du body positivisme. Enfin bref, le fait de montrer les corps de manière positive. Et c'était à une époque où c'était en vrai pas trop fait. Je le dis pas en mode... je le faisais quand c'était pas la mode, mais en vrai, à cette époque-là, c'était vraiment pas trop fait. Et je sais qu'à la toute base de ce compte-là, quand je mettais des contenus où j'étais dénudée, c'était pas forcément par féminisme, c'était juste parce que j'avais envie, et j'avais pas du tout conscientisé ce truc là de en fait c'est un acte féministe, etc. Avec le recul, en vrai, je sais pas si je referais la même chose, dans le sens où ça te... Je sais pas trop comment expliquer, mais j'étais mineure et je postais des photos nues de moi sur internet globalement, et je sais qu'avec le recul, j'ai arrêté mon compte quand j'avais 20 ans à peu près. Avec le recul, ça m'a aidé énormément dans ma vie, mais je conseillerais jamais à personne de faire ça, parce que même si je pense que moi j'avais le mental pour, enfin, ou en tout cas j'arrivais à dissocier énormément les dissocier. C'est ce que j'allais dire. Je voulais pas te couper. J'arrivais à dissocier énormément les gens d'internet qui m'insultaient, parce que ça arrivait parfois. Mais c'était beaucoup plus, en fait, j'avais eu énormément de dick pics, genre de photos de pénis, en gros non désirés. Ça, j'en ai eu énormément, et je pense qu'à chaque fois, je les screenais pour juste avoir la preuve que je les avais, mais je pense que j'en ai une dizaine, vingtaine, cinquantaine peut-être même de personnes qui m'envoyaient leur tub sans que je leur demande. Et je sais que ça ne me touchait pas du tout. Enfin, je sais qu'il y en a qui peuvent vraiment le subir et à juste titre, mais vraiment le vivre trop mal et tout. Mais je pense déjà, quand tu fais un compte comme ça, si dans une certaine mesure t'as pas l'espace mental ou t'as pas la force de subir des critiques, je pense que c'est peut-être un peu compliqué, surtout quand t'es dans des sujets comme la nudité et les choses comme ça. Et du coup voilà, le militantisme il est né de là. Et les courts-métrages que je faisais, déjà, du coup, quand j'avais 15-16 ans, c'était plus autour de la confiance en soi, du rapport à la mort, des trucs et tout comme ça. Mais c'était pas forcément militant en soi, mais c'était engagé. Et puis c'est après, en fait, en voyant des films militants, enfin des films politiques, exemple au pif, Z de Costa Gavras, c'est un film qui suit tout un procès, etc. Enfin bref, et c'est un truc qui se passe en Grèce, et ça m'a touchée de ouf. Tous les films à procès aussi me touchent pas mal, et même tout simplement les films français de type 120 battements par minute, où tu suis un collectif par rapport au combat, par rapport au sida, etc. Rien que ça, je me suis dit, ok, en fait, ça a un impact. Parce que moi, quand j'ai vu ces films-là, je me suis dit, en fait, ça existe. J'étais pas du tout au courant que... Enfin, je savais un peu l'histoire du sida, mais enfin, du combat contre... Enfin, bon, bref, je sais pas comment on dit, mais par rapport de au la sida. lutte. De la lutte, voilà. Le truc, la lutte par rapport au sida et même au VIH, aux IST.
en général. Mais ce film-là m'a fait me rendre compte que ça existait vraiment. Et donc, c'est à partir de là, voilà. Ouais, c'est là que tu as vu que ça pouvait avoir vraiment un impact sur la vie des gens de faire des films. Ouais. Bah, c'est surtout que ça a eu un impact sur la mienne. Donc, je pense que c'est grâce à ça. Le tout premier film que j'ai vu lesbien, et en vrai, bon, je le recommande pas forcément, mais du coup, c'est La vie d'Adèle. Mais j'ai l'impression que c'est un peu le cliché de toutes les lesbiennes ont vu ce film et tout le monde était soit en mode soit on adore, soit on déteste. Et avec le recul, bon, le réalisateur est problématique, donc du coup, c'est compliqué de vraiment apprécier ce film maintenant. Mais je sais qu'à l'époque, ça a été un réel changement pour moi. J'étais en mode waouh, ok, les histoires d'amour au cinéma peuvent être lesbiennes. Et ça m'a fait un vrai choc. Enfin, je m'y attendais pas du tout. Et je l'ai vraiment vu sur le conseil d'une amie qui, elle, était très cinéphile et tout à ce moment-là, quoi. Donc, et c'est pour ça, maintenant qu'avec Les Dissociés, t'as vraiment envie de représenter des gens parce que tu sais que ça provoque quoi chez eux le fait d'avoir des rôles modèles, bah, en fait, ça change ta vie, réellement, à échelle individuelle, certes, mais du coup, plein de changements individuels font que ça fait un changement collectif. Après, c'est peut-être un peu égocentrique, mais comme je savais que moi, ça m'avait changé ma vie et ma vision, j'avais envie d'impacter celle des autres. Et je pense qu'il y avait ce truc-là aussi, et qu'à part les gens concernés, souvent, il n'y a pas tellement de gens qui sont là pour porter ces valeurs-là. Et je pense que quand tu as les moyens, quand tu as les ressources et quand tu as l'envie aussi de faire ces choses-là, c'est aussi une part de responsabilité de t'engager dans ce que tu fais. Et notamment quand tu es impliqué quand tu es concerné par ces causes-là. Moi, ça me tenait extrêmement à cœur que dans tous mes films, après, ce soit des couples qui me ressemblent. Donc, c'est-à-dire des couples queer, entre autres. Mais voilà, des couples qui me ressemblent, des personnages qui me ressemblent, et pas que. Parce que, au-delà de juste moi, ou de ma personne, j'ai aussi un entourage. Et cet entourage-là, j'ai aussi envie de les représenter à l'écran. Et juste, c'est vrai qu'en discutant avec les gens autour de nous, moi, quand j'étais enfant, je m'identifiais toujours au personnage de garçon. Et je sais pas trop ce que ça veut dire sur moi, etc. Mais je sais que j'avais pas de personnage fille. Mais je pense que c'était pas tant une volonté de ma part de pas me reconnaître à travers les personnages de meufs, mais c'est plus que déjà les personnages de meufs étaient pas si intéressants que ça, ou alors très peu de films. Et ils parlent pas beaucoup, et ils parlent de mecs. C'est ça. Le seul film, mais du coup quand j'étais enfant, où il y avait une meuf ultra badass, c'était Mulan. Et je sais que par rapport à mes origines, comme je viens de Chine, je sais que j'avais une sorte de déni complet, donc je refusais de le voir. Je l'ai découvert vraiment il y a quelques mois, tu vois, Mulan. Ouais, moi j'ai aucun souvenir de ce film. Ouais. Bon, après, c'est quand même une sorte de pas de déclamation, bref, c'est un truc sur la guerre aussi, donc c'est pas non plus un truc que je trouve forcément voilà. Mais du coup, il y avait ce truc il y avait assez peu de meufs badass. Et après, avec le temps, plus tu regardes des films, plus tu découvres des films, et plus tu cherches aussi des films, que en fait, tu trouves des représentations qui te parlent. Et je pense que c'est vraiment avec les films que je me suis sentie représentée. Et quand tu te sens représentée, après, tu te comprends mieux. T'as aussi plus d'outils pour faire de l'introspection. Et plus tu fais de l'introspection, plus tu apprends à te connaître et plus tu peux te sentir bien dans ta vie. Et c'est sur ça que je pense que c'est hyper important, les représentations. Parce que ça permet un bonheur général, je sais pas. Non, oui, carrément. Et d'ailleurs, du coup, au sein même de votre collectif et de ton groupe, toi, en tant que, pas chef d'orchestre, mais pour moi, être assistant réel, par exemple, c'est un peu ça. C'est pas du tout une question d'élitisme, c'est juste en mode, vraiment, clairement, c'est toi qui coordonne les équipes pour qu'elles marchent entre elles, quoi. C'est ça, un assistant réel. Comment tu fais pour appliquer ces valeurs-là dans tes équipes, ou en tout cas essayer, on n'est pas... Ouais, carrément. Déjà, par rapport au poste, du coup, soit de producteur, soit d'assistant réal, en fait, c'est surtout te mettre à la place de l'autre. C'est tout simple, c'est juste c'est tout simple. En fait, c'est simplement respecter les gens comme ils ont envie de te respecter, enfin, comme toi, t'as envie d'être respecté par eux. Ça paraît hyper con dit comme ça. En fait, c'est vraiment juste ça. C'est juste ne pas leur parler mal, même si t'es leur supérieur hiérarchique. En fait, t'as aucunement le droit. Être à l'écoute aussi de leurs problématiques, parce que ça se trouve, ils n'ont pas fait quelque chose que tu as demandé, et c'est vraiment de leur responsabilité s'il y a une faute professionnelle ou quelque chose comme ça. Mais en fait, il y a aussi peut-être des circonstances qui font qu'on en est arrivé là. Il y a de ça.
Pour le coup, sur nos plateaux, il y a une hiérarchie et je pense que c'est assez nécessaire pour un tournage qu'il y ait une hiérarchie, mais je pense que c'est totalement faisable en respectant les gens. Tout simplement parce que c'est des responsabilités que tu portes en plus. Déjà, quand tu as un poste avec une hiérarchie plus élevée, si jamais il y a un problème, en fait, c'est toi qui payes. Donc, du coup, il y a aussi ce truc-là de, effectivement, dans le monde pro, parce que pour l'instant, c'était encore beaucoup des tournages bénévoles, mais dans le monde pro, effectivement, t'es plus payé, ou en tout cas par rapport à l'argent, si on parle d'argent, t'es plus payé que les gens qui sont à des postes d'assistants et qui sont des petites mains et qui sont tout aussi essentiels et tout aussi nécessaires, mais c'est qu'ils portent pas les mêmes responsabilités et qu'il n'y a pas la même charge de travail. Je pense qu'il y a aussi ça. Ouais, pardon. Non, t'en penses quoi de ça, par exemple? Parce que moi, c'est vrai qu'à la fac, on avait eu un débat en cours et tout le monde s'était pas foutu de ma gueule, mais moi, j'étais un peu revendicative, on va dire, dans mes paroles. Mais moi, par exemple, je militais grave pour un salaire identique. Un salaire, en tout cas, beaucoup moins éloigné. Enfin, on a quand même des fourchettes astronomiques aujourd'hui dans les métiers, tu vois. Et moi, je disais que, par exemple, un réal, dans tous les cas, il sera déjà beaucoup plus payé qu'un figurant, par exemple. Et c'est normal parce que juste, il passe beaucoup plus de temps sur le film, tu vois. Mais si on parle d'un taux horaire qui est vraiment des écarts astronomiques, moi, personnellement, je trouve pas ça normal, au même titre que dans une entreprise, une caissière qui soit vraiment payée de la merde et le grand patron qui gagne des milliards, tu vois. Enfin, moi, genre... Bon, déjà, je suis un peu pour tout ce qui est salaire universel et tout, comme ça, on n'aurait plus de problème. Mais en tout cas, sur un plateau, la hiérarchie de l'argent, je la vois comme ça, et je sais pas ce que t'en penses, toi. Ouais. Je dirais que, effectivement, d'avoir des écarts énormes, je trouve pas ça logique. Mais par contre, je trouve ça évident qu'il y aura des écarts de salaire. Parce que, en fait, comme je dis, en fait, c'est aussi une question de responsabilité, une question de charge mentale. Parce que je pense qu'on se rend pas assez compte à quel point il y a une charge mentale énorme quand tu es au poste de producteur ou de productrice, quand tu es au poste d'assistant ou assistante réal, ou quand tu es au poste de réal, tout simplement. Parce que c'est... En fait, si toi, tu merdes, tout le monde va merder derrière toi. Alors que quand tu as un poste d'assistant, et c'est vraiment pas pour dénigrer ces postes-là, parce que je l'ai fait, donc voilà, enfin je l'ai fait et je les ai faits, si tu merdes, en fait, c'est pas grave. Enfin, juste, c'est pas grave, on répare la faute ou machin, et ouais, et en fait, c'est une charge mentale et une charge de travail bien plus énorme qu'en fait n'importe quel... Après, à un taux horaire similaire, je suis complètement d'accord qu'il faut pas qu'il y ait des écarts de ouf, mais de facto, à la fin du mois, l'autre va être beaucoup plus payé parce qu'il aura travaillé beaucoup plus. Après, le monde du cinéma, c'est quand même un milieu où les gens sont de base très bien payés. Même si t'as le poste le plus petit, t'es quand même très bien payé. Le monde du court-métrage, non. Mais le monde du cinéma, genre long-métrage, et que c'est réellement dans les clous, c'est super bien payé. Enfin, si tant est que t'es pris. Mais en réalité, je pense qu'on fantasme aussi beaucoup le monde du cinéma, c'est pas si dur que ça. De pouvoir travailler sur... Enfin, pérennement, c'est dur, mais de rentrer juste une fois, c'est pas si dur. C'est ça que je veux dire, plutôt. Ah ouais. Moi, je connais moins que toi. Sur les postes en régie, par exemple, ils cherchent tout le temps de la régie. Donc, du coup, c'est pas du tout passionnant, c'est vraiment... des tâches souvent ingrats, surtout quand t'es au plus petit poste de la régie. Mais par exemple, là où je trouve qu'il y a un écart de salaire que je trouve abusé, c'est en régie. Le régisseur général est vraiment beaucoup moins bien payé que les autres chefs de poste. Et ça, je trouve pas ça du tout normal, parce que c'est une charge mentale énorme aussi. C'est des horaires encore plus grands. Donc c'est vrai que la régie, tu vois, je trouve que c'est un poste qui devrait être mieux rémunéré, de manière générale. Voilà. Okay. Mais après, ouais, sur le monde du court-métrage, après, pour le court-métrage, c'est assez fréquent que tout le monde soit payé au même salaire. Juste, t'as plus d'heures ou moins d'heures en fonction de ta prépa. Mais je sais pas si
je sais pas si ça pourrait déjà s'appliquer dans le monde du cinéma, du long métrage, parce qu'en fait, il y a tellement de côté business et de médiatisation. Enfin, un acteur, en fait, il va coûter des millions, alors que le régisseur, pas. Et du coup, bah, ça, c'est des choses que, bah, déjà, moi, je peux pas contrôler. Et aussi, je pense qu'ils sont hyper durs, en fait, à mesurer, parce qu'en fait, c'est aussi un peu la loi du marché. En fait, plus quelqu'un est voulu, plus quelqu'un est célèbre, plus quelqu'un est, a un niveau de... Enfin, voilà. Donc, du coup, sur ça, c'est un peu compliqué. Les métiers de l'ombre, je pense que c'est un peu compliqué pour ça. Ouais. Et quand tu dis que tu as deux mondes, tu as le monde du cinéma, le monde du court-métrage, tu pourrais nous l'expliquer un peu parce que moi, je connais pas du tout. Ouais, grave. Ça veut dire que c'est quoi? C'est des industries différentes? C'est des boîtes de prod différentes? C'est tout différent. Tout est différent dans le sens où il y a des boîtes de prod qui produisent du long et du court. Mais en gros, le court-métrage, tu gagnes jamais trop d'argent avec un court-métrage. Quand tu décides de produire un court-métrage, c'est une décision déjà, pas politique, mais c'est déjà une décision d'engagement en soi, enfin peut-être politique aussi, parce que en fait, c'est grâce au court-métrage que les réalisateurs peuvent être révélés au grand public, ou même les actrices d'ailleurs. Mais c'est en gros le tremplin des réals. Les courts-métrages, en fait, c'est une économie où, en fait, personne regarde du court-métrage. À part maintenant, il commence à y avoir un peu sur Canal+, en ligne, ou même sur TF1, ou même sur France Télé, ou les choses comme ça. Il commence à y avoir des courts-métrages en ligne. Mais par exemple, au cinéma, personne ne va regarder du court-métrage. À la télé, personne ne va regarder du court-métrage. Sur YouTube, à part si t'es vraiment fan d'un truc et tout, personne n'en regarde. En fait, le principe du court-métrage, c'est que personne n'en regarde. Et donc, du coup, si personne n'en regarde, c'est que ça fait pas d'entrée. Donc, si ça fait pas d'entrée, ça fait pas d'argent. Et si ça fait pas d'argent, c'est pas intéressant à produire. Et du coup, le milieu du court-métrage est très précaire. Et surtout que, par exemple, l'un de nos plus grands festivals de court-métrage en France, c'est le festival de Clermont-Ferrand. Et le gouvernement de Wauquiez a coupé la moitié des aides au festival de Clermont-Ferrand. Et en fait, c'est hyper questionnant parce qu'on est en mode, du coup, ça veut dire que nos endroits où on peut avoir un tremplin sont en train d'être coupés au niveau du financement. Donc, c'est un peu compliqué. Le monde du cinéma, en vrai, il y a grave de la thune. En fait, il y a aussi beaucoup d'investisseurs privés. Après, il y a le CNC. Le CNC finance aussi le court-métrage. Il finance aussi la création web. Mais à un moment donné, l'argent n'est pas extensible. Donc, du coup, l'argent est donné aux trucs qui vont aussi rapporter. Et c'est aussi en soi un peu logique par rapport à eux. Bref, du coup, en fait, tout ça pour dire que du coup, en gros, dans le milieu du court-métrage, du coup, les gens sont moins bien payés. Par exemple, ils sont pas forcément payés toute la préparation. Ils sont payés quelques jours de prépa et le tournage. Ou parfois, ça arrive sur certains courts-métrages qu'on soit pas payé tout le tournage, qu'on soit payé que 3-4 jours du tournage sur une semaine. Ça arrive. Ça arrive aussi que y a certains postes qui soient même pas rémunérés. Parce qu'en fait, il y a en réalité vraiment pas d'argent. Et que comme le but, c'est aussi de faire de la création indépendante et de faire du court-métrage, voilà, je dis pas que c'est ok, en vrai c'est vraiment pas ok et ce serait vraiment trop bien qu'il y ait plus d'argent dans le court-métrage, mais c'est aussi dans une logique de l'industrie du cinéma. Donc, Au niveau du travail rémunéré, justement, toi t'es dans une période où tu te lances quand même, ouais. On peut dire ça comme ça. Ouais, c'est ce moment-là de ta vie où tu sors des études et que tu vas commencer à chercher du travail. Comment tu vas faire ça? Est-ce que tu as déjà un plan et comment tu le sens Du coup, ça fait 1 an que je fais de la régie par-ci par-là en intermittence. Ça me permet pas du tout de vivre, mais ça me permet d'avoir un peu de sous de côté quand c'est très galère. J'ai la chance d'avoir des parents qui m'aident aussi dès que je suis vraiment dans le rouge. Et j'habite chez mes partenaires. Donc, ce qui fait que mon loyer est très, très minime. Je leur paye un loyer correspondant. Bref, on s'en fout. Mais bref, je leur paye un mini loyer par rapport à leur charge fixe. Mais du coup, c'est vraiment pas le prix d'un loyer qu'on payerait si on habite si on habite... bref, t'as compris. C'est ça. Donc du coup, par exemple, en termes de loyer, là, j'ai que 175 € à dépenser par mois. Parce que du coup, j'habite de temps en temps chez l'un, de temps en temps chez l'autre. Et du coup, ce qui fait que
Ce qui fait que, bref, c'est pas cher. Avec le budget que j'ai, etc., en faisant les calculs par rapport à mon coût de la vie, je n'ai besoin que de 600 €. Donc, ce qui fait qu'en vrai, c'est assez peu. Et ce qui me permet aussi de pouvoir le trouver, pas facilement, mais assez. Et je sais que si un jour j'ai besoin d'un travail alimentaire, bah, ça me permettra complètement de couvrir ça. Donc, pour l'instant, j'ai la chance de pas avoir à faire un travail alimentaire, ou en tout cas pas trop en dehors de l'audiovisuel ciné. Donc j'ai ça, mais je sais que bah voilà, je travaille de temps en temps pour des prestations ou pour des choses comme ça. Et du coup, avec l'entreprise qui commence à se lancer doucement mais sûrement, on commence aussi doucement à pouvoir se rémunérer. Mais c'est vraiment pas un salaire, c'est vraiment de l'argent de poche pour l'instant. Mais ce qui fait que... C'est déjà ouf. Oui, ce qui est déjà ouf. Mais du coup, tout mis de bout en bout, j'arrive à avoir ces 600 € à peu près tous les mois. Ok. Voilà. Ces petits tafs que tu trouves en régie à droite à gauche, comment on trouve un taf comme ça en régie? Tu démarches qui? À qui tu parles? Alors vraiment, c'était sur Facebook. Donc comme quoi. Déjà, j'ai fait des stages grâce à mon école, mais tout le monde peut faire des stages avec Pôle emploi, avec comment on appelle ça là, c'est le Pôle emploi des jeunes, mais c'est les... Ah oui. C'est les maisons des jeunes? Oui, mais c'est... La mission locale, oui. Voilà. Avec la mission locale, avec Pôle emploi, tu peux avoir des conventions de stage aussi. Donc ça m'a permis de rencontrer des gens. Mais c'est pas ce qui m'a vraiment permis de vivre après, pour le coup. Parce que tous les stages que j'ai pu faire, en vrai, ont pas trop de lien avec les travaux que j'ai maintenant. Travail. Bon. Les jobs que j'ai maintenant. Ouais. Les jobs que j'ai maintenant. Mais par contre, j'écumais toutes les annonces de cinéaste.org. C'est une newsletter que tu reçois tous les 2-3 jours. Je vais que dans le coin emploi. Ouais, moi aussi, je regarde pas du tout le reste, vraiment. Après, à une époque, je regardais un peu les autres quand je suis montée à Paris pour essayer de trouver du taf. Enfin, bon, bref. Mais du coup, il y a ça. Et il y a un groupe Facebook en régie qui s'appelle ACDC, donc au cul du camion. Et du coup, qui est un groupe Facebook où ça répertorie, du coup, dès que des gens cherchent, en fait, ils cherchent sur ce groupe-là. Ok. Donc voilà. Après, j'ai aussi été ajoutée à un groupe WhatsApp parce que j'avais fait une demande de stage à une époque à cette boîte-là, qui m'ont ajouté sur ce groupe WhatsApp. Bon, après, j'ai jamais travaillé avec eux, mais... Ouais, c'est au fur et à mesure aussi des tournages, des connaissances que les gens entreprennent aussi, quoi. Là, par exemple, prochainement, normalement, je suis prise en deuxième assistante réelle sur un court-métrage, et je suis vraiment ravie parce que ce serait la première fois... Donc, c'est pas encore validé, mais de toute façon, le jour où le podcast sortira, ce sera validé normalement. Mais c'est la première fois que je pourrais être vraiment rémunérée sur de la fiction dans la mise en scène, donc en deuxième assistante réelle. Et ça, je l'ai eu parce que j'ai travaillé en régie sur un film, un court-métrage qui a été tourné en Alsace, parce que j'avais trouvé l'annonce sur Facebook et que j'avais candidaté avec un ami pour qu'on soit pris directement ensemble. C'est ouf comme... Donc voilà, et c'est parce que aussi, je pense que c'est aussi une question de feeling, genre c'est une question de confiance en soi quand tu parles de toi, et ça s'acquiert avec le temps. Je pense qu'au début, je me vendais très mal pour les premiers trucs que je faisais. Mais ce qui a fait que je suis aussi tombée sur des gens bienveillants, pour de vrai, qui, en fait, m'ont rappelé, qui m'ont donné des conseils, qui m'ont donné des pistes sur lesquelles m'améliorer, etc. Et ce qui a fait que voilà. Mais le tout premier court-métrage que j'ai vraiment fait en étant rémunérée, c'était vraiment une annonce cinéaste.org. Ok. Voilà. Trop cool. Comme quoi ça marche. Bah ouais. Et aussi, comme quoi, des fois, tu plantes des petites graines et tu te les oublies et c'est des années après que ça revient. C'est ça. Tout à fait. Et du coup, la boîte, t'as dit que vous allez transformer les licenciés en boîte. Ça va consister en quoi, du coup? Donc, on va se déclarer en SAS très prochainement. Donc, c'est les sociétés à action simplifiée. Je pourrais pas expliquer ce que c'est vraiment, mais donc on va se transformer en SAS. Donc, petit à petit. Et en gros, concrètement, ce sera pour réellement facturer nos prestations et que je puisse me rémunérer. Parce que pour l'instant, comme je suis présidente de l'association, je peux pas être rémunérée parce qu'on emmagasine dans l'asso, puisque le président peut pas toucher de thunes. Et donc déjà, c'est pour faire ça, et puis c'est pour devenir aussi un peu plus... pour passer un step, quoi, pour passer une étape, pour rentrer vraiment dans le monde de l'entrepreneuriat, un peu, on va dire ça comme ça. Donc ça, ce serait vraiment des prestats avec les dissociés?
Pour l'instant. En gros, notre but à long terme, donc vraiment sur notre vision sur 10 ans, c'est qu'à terme, on puisse produire de la fiction. Idéalement des longs métrages et des courts métrages, mais de la fiction et des projets artistiques qui nous tiennent à cœur. Et que justement, avec ces prestations, donc on en propose plusieurs. Donc on a des formules clips, des formules bande démo, comédiens et même techniciens, et des captations d'événements, que ce soit concerts, conférences, etc. Et parmi ces prestations-là, on a plein de types d'offres, plein de types de propositions, et l'argent qu'on arrivera à avoir avec ces prestations-là, déjà ils nous serviront à nous rémunérer le minimum syndical pour qu'on survive, et l'argent en plus on le gardera en fond de boîte pour monter du coup notre capital de la boîte, pour pouvoir après plus tard produire des projets qui nous ressemblent, et ne pas avoir à dépendre de boîtes de production, parce que comme à côté j'ai envie de faire de la réalisation, j'aimerais bien qu'à terme ma boîte puisse le produire, notre boîte du coup puisse le produire, parce que c'est trop éprouvant, je pense, pour moi d'aller démarcher beaucoup de boîtes pour se prendre que des noms et que tu sais pas forcément, alors que quand c'est la tienne, voilà, tu fais ton truc quoi. Mais on fait pas trop de fiction pour l'instant, parce que globalement tout ce que ça fait, c'est que ça nous fait perdre de l'argent. Donc en vrai on le fait parce que pour la beauté du geste, pour les histoires que ça raconte, et pour perpétuer en fait aussi cette beauté qu'est le court-métrage, mais en vrai ça nous fait juste perdre de l'argent pour l'instant. Donc voilà. Tu nous as parlé un peu des représentations que tu voulais faire, mais qu'est-ce que tu voudrais raconter là dans tes histoires plus tard? T'as des idées un peu de... J'ai un film en tête pour l'instant que j'aimerais faire, c'est un court-métrage, mais qui serait sympa en vrai, je pense, à adapter en long-métrage. C'est Laurette Nissen qui l'a écrit, qui l'a scénarisé à partir de mes idées, parce qu'elle écrit vraiment trop bien, et elle écrit mieux que moi en partie aussi, donc du coup mais ce qui est trop chouette, c'est que du coup j'ai pu lui donner toutes mes intentions, toutes mes idées, j'ai quand même créé les personnages de cette histoire là, et après elle en a fait un peu ce qu'elle voulait, et à chaque version... C'est une scénariste Laurette. Ouais. Okay. Ouais. Mais du coup, à chaque version, je lui faisais mes retours, je lui disais ce que je voulais qu'il change, etc. Mais du coup, j'aimerais pour le moment beaucoup aborder les sujets du polyamour, qui sont, à mon sens, enfin c'est même pas à mon sens, qui sont beaucoup trop peu visibles sur l'internet, en général, au-delà juste de la documentation, parce que y a pas mal de documentation qui existent, mais en soi c'est comme pour toutes les causes assez minoritaire, c'est logique dans un certain sens qu'il n'y ait pas en soi énormément de documentation non plus, puisque c'est à chaque fois que les personnes concernées qui vont faire ces ressources-là. Mais par exemple, juste en tapant sur un moteur de recherche film sur le polyamour, il y a une liste Wikipédia qui s'est ouverte. J'ai regardé une partie de ces films-là, et comme d'hab, en fait, c'est réalisé par des mecs où c'est pas intéressant, c'est encore une histoire de triangle amoureux, je sais pas quoi. Et c'est chiant, voilà, c'est chiant. Enfin, c'est toujours en mode, il y a une meuf, en fait, elle est amoureuse de deux mecs, elle sait pas quoi faire, mon Dieu. Et à chaque fois, il y en a un qui empathie, ça finit de manière dramatique, et nanan. Ou alors, c'est considéré comme de la trahison, comme de la tromperie. Et je trouve ça trop dommage. Et alors que ça peut être aussi juste bien. Enfin, ouais, ça peut aussi ça. Bien marcher. C'est ça, tout simplement. Après, c'est dur, mais justement, en fait, c'était aussi ce manque de représentation au moment où moi, ça m'est arrivé, que, en fait, on a eu du mal, en fait, avec, du coup, parce que du coup, je suis en couple avec deux personnes différemment, enfin, c'est deux couples, du coup, à part, on n'est pas du tout en triangle ou en trouble, etc. Et du coup, au moment où on a commencé à avoir nos questionnements là-dessus, où ça a été très, très dur, de savoir comment se placer, comment trouver des solutions aux problématiques qu'on avait, on n'avait globalement pas de représentation. Et comme moi, je me vois à travers les films, comme ma copine, elle se voit beaucoup à travers les livres, etc. Enfin, c'est vraiment à travers la culture que nous, on arrivait à se représenter, et même à trouver des solutions, parfois, même si ça ne nous correspondait pas à notre schéma, ça permettait de voilà, trouver une solution. Et ça, on n'avait pas du tout. Dans la fiction, il y a presque rien sur le polyamour, en fait. Dans tes films, tu parles beaucoup d'histoires que tu connais. Ouais. Donc, est-ce que tu penses qu'il faut vivre quelque chose pour bien le raconter ou pas ?
Non, pas forcément, je pense pas. Je pense qu'il faut être conscient et être informé, très documenté. Mais je pense pas que t'aies à vivre les choses, parce que sinon tous les réels qu'il faut sur des serial killers, ce serait dommage. Enfin, tu vois, tous les trucs comme ça. Et même, je pense qu'en fait, rien que le fait d'avoir des représentations autour de toi, par exemple, je prends un exemple au pif, Un destin français que j'ai réalisé en février 2022, ça parle du coup d'un couple lesbien et entre autres d'une personne d'origine libanaise, et ça parle de tout ce qui tourne autour de l'immigration. Je n'ai pas vécu l'immigration, et je ne l'ai pas... Enfin, bref. Je n'ai pas vécu l'immigration, mais pour autant, l'actrice principale qui l'a jouée est libanaise vraiment. La deuxième actrice principale, elle est syrienne, et elle a eu sa famille qui est encore en Syrie ou des choses comme ça. Donc, enfin, c'est de prendre des gens concernés pour t'entourer. Ça, je pense que c'est hyper important. Après, j'étais quand même un minimum reliée au sujet, dans le sens où c'était un couple lesbien, et que du coup, je sais à peu près comment ça interagit entre elles. Mais je pense qu'on n'est pas forcément obligé d'être ce que les personnages vivent. Après, dans une certaine mesure, parce que même si tu n'es pas concerné, ou même si tu es concerné, en fait, tout simplement, tu as besoin d'être renseigné et tu as besoin d'être documenté. Parce que c'est beaucoup trop souvent qu'on voit, encore une fois, la vie d'Adèle, qu'on voit des films faits par des personnes pas concernées, pour des personnes pas concernées. Et je pense que ça dépend aussi du public que tu vises. En fait, je pense que c'est vraiment surtout ça. Parce qu'en vrai, la vie d'Adèle, je ne sais pas qui ça vise. Je pense que ça vise les gens qui ont un fantasme sur des lesbiennes. Mais ça vise pas les lesbiennes. Enfin... Pourquoi ? Parce que ça a une image... l'histoire qui raconte est caricaturale, par exemple Un peu, et puis il y a cette surreprésentation du sexe qui n'est pas réelle. Parce que moi, à l'époque, je n'avais pas encore couché avec une fille quand j'avais vu ce film-là. Mais du coup, quand je l'ai vu, je suis en mode ah ok, c'est comme ça que ça se passe entre meufs, quoi. Mais du coup, rien que ça, en fait, faut que tu sois un minimum concerné. C'est peut-être pour ça, d'ailleurs, qu'il y a des sujets qu'on n'aborde pas assez, ou pas bien. C'est parce que si les personnes qui sont à l'origine de ces histoires, qui les écrivent ou qui les filment, c'est toujours un peu les mêmes personnes. Dans le cinéma, et ça, on peut pas dire le contraire. Je pense que statistiquement, c'est très masculin et c'est très blanc et hétéronormé. En France, en tout cas, voilà. Ou en Occident. Ouais. Voilà. Et du coup, c'est important d'avoir des équipes, par exemple, plus féminines ou plus diversifiées pour écrire d'autres histoires. Mais après, ça, pour moi, ça coule de source, dans le sens où en fait, de facto, par exemple, pour prendre Chronique de la forteresse du King, on n'a pas cherché à faire des quotas du tout. C'est juste que de base, quand on met le pitch sur Internet et qu'on demande des techniciennes qui nous rejoignent, ça parle de quelqu'un qui fait du drag, et entre autres du drag king. Forcément, déjà, ça va trier toutes les personnes qui se sentent pas concernées. Et en fait, il y aura que les personnes qui sont déjà soit des alliés, soit concernées par la cause, soit... Oui, mais je pense que c'est évident pour toi, parce que en plus, toi, t'as un réseau et t'as des potes, et t'as juste dans tes représentations, tu parles aussi ces communautés-là, mais typiquement un réal qui a pas du tout cet entourage et ces gens-là, les gens qui vont répondre, ce sera toujours les mêmes aux annonces, et les mêmes, c'est des mecs et machin. Enfin, je pense qu'il y a aussi l'aspect pour attirer des meufs dans des tournages, par exemple, il faut leur montrer qu'elles sont les bienvenues. Ah mais complètement, mais alors pour moi ça c'est nécessaire. Bon, quand je disais ça coule de source, c'est juste parce que je suis concernée. Mais c'était en discutant pas plus tard que hier avec un ami sur lui, le collectif qu'il avait fondé à un moment, et là il y est plus, mais c'était que des gars. Et en fait, c'était que des gars, parce que c'était des histoires de gars, faits par des gars, pour des gars. Forcément, t'as que des gars. Donc, et lui-même, en fait, ça le mettait mal à l'aise et tout. Mais en fait, c'est hyper dur quand t'es le seul mec au milieu des 4 autres mecs à vouloir faire un truc différent. Voilà, c'est un peu compliqué. Et, mais déjà, en fait, faudrait raconter d'autres histoires que celles des mecs, je pense aussi. Tout simplement pour attirer d'autres gens. En fait, c'est aussi simple que ça, parce que, déjà... c'est pas forcément... déjà, en fait, le public est hyper varié au cinéma. Les gens, je veux dire, la population, elle est hyper variée. C'est pas que des hommes. Et du coup, je trouve ça dommage, déjà, de facto, de se fermer à ça. Après, j'ai l'impression que là, les grands studios et tout ont commencé à bien comprendre ça. Oui, on voit même des Disney qui font des films queer. Complètement. Queer. Entre guillemets, parce qu'il y a...
C'est bon, il y a deux poissons qui s'embrassent et tous les deux mecs, on est contents. Mais c'est des poissons, donc attention. Mais déjà, il y a ça. Mais je pense que ça commence à être un peu compris. Mais je pense que là, maintenant, il faut mettre l'accélérateur. Parce que c'est cool. Maintenant, on a des petits films avec des gens qui se tiennent la main. Bon, c'est chouette. Mais maintenant, c'est le temps de raconter des histoires qui ont un sens, qui ont un impact. Et de raconter des vraies histoires, pas juste... Mais après, c'est une phase normale aussi d'être dans la phase de... On fait les trucs un peu clichés de représentation parce que c'est nécessaire. Mais maintenant, il faut qu'on passe à autre chose. C'est ce que j'allais te demander. Imagine, demain, moi, je suis pas hyper politisée et je sais pas trop comment faire. Je veux faire des films, mais je veux les faire de façon un peu inclusive et bien. Enfin, j'ai des bonnes intentions, mais j'y connais rien. Comment on fait... C'est dur de dire on fait bien les choses parce que moi, je trouve qu'il y a le mieux possible. Voilà, c'est ça. Ouais. Pour faire le mieux possible, déjà, il faut avoir envie de le faire. Et du coup, rien que le fait d'avoir conscience de ça va obligatoirement te questionner. Parce que souvent, et c'est autour de moi, même quand je vois les gens qui montent des collectifs, qui montent des assos, et c'est trop bien, continuer à monter des trucs. Mais souvent, il n'y a pas du tout la conscience, en fait, de vouloir faire quelque chose d'inclusif. Et c'est juste parce que c'est pas forcément des personnes qui sont confrontées. Donc rien que le fait d'en avoir conscience, et notamment quand on n'est pas forcément touché par ces causes-là, se demander, ok, qu'est-ce que j'ai vraiment envie de raconter ? Je pense que en vrai, c'est surtout un travail d'introspection. Après, il y a plein de choses à mettre en place, mais la première chose à faire, c'est réellement un travail d'introspection, parce qu'à un moment donné, je me suis vraiment demandé pourquoi j'ai envie de faire du cinéma ? C'est quoi le réel intérêt ? Pourquoi j'ai envie de faire des films ? Pourquoi j'ai envie de faire des clips ? Pourquoi j'ai envie de représenter des gens ? Du coup, si déjà tu te poses ces questions-là, forcément, ça va te dire, bon, ok, quelle personne je vais représenter à l'écran ? Quel moyen je vais faire pour mettre en place cette chose-là. Après, y a plein de petits trucs à mettre en place. C'est déjà faire attention en fait aux représentations que tu montres à l'écran. Est-ce que c'est cliché ? Est-ce que c'est dégradant pour quelqu'un ? Est-ce que c'est réel aussi ? Est-ce que c'est vrai ? Enfin voilà, toutes ces choses-là, se questionner vraiment point par point. Mais après, en vrai, moi, je le fais pas vraiment forcément. Enfin, c'est un peu aussi induit, indirect. C'est beaucoup aussi de la volonté de représentation. Moi, ça m'arrive beaucoup de voir dans des courts-métrages sur Facebook, dans des annonces de recherche, que les personnages doivent être caucasiens, donc blancs. Et souvent, quand tu lis le pitch, tu ne comprends pas l'intérêt. Et rien que ça, c'est important de se demander, ok, pourquoi ? Après, même moi, en mettant sur mes annonces diversité bienvenue ou toute origine bienvenue, j'ai que des blancs qui postulent. Ou presque que des blancs. Donc, du coup, il y a aussi ce truc-là de parfois, quand t'es amateur, quand tu commences, c'est normal que tu vas pas te casser le crâne à chercher la représentation, la minorité à représenter. Et c'est en vrai logique parce que déjà, t'as pas le temps, t'as pas l'argent, t'as pas l'énergie. Mais je pense que c'est aussi de s'entourer différemment. Je pense de choisir son entourage, d'avoir un entourage qui à la fois te ressemble sur des points, mais à la fois est très diversifié de toi-même. Et qui est pas forcément d'accord aussi avec toi, je pense que c'est important. Parce que Théo, avec qui j'ai monté Les Dissociés, on n'a pas les mêmes idées politiques. Et c'est en partie grâce à ça aussi que je me suis beaucoup re-questionnée sur moi, mes choix de mise en scène, sur mes choix de production. Donc je pense que c'est important d'avoir des gens... Enfin, pas forcément à l'opposé de toi non plus, on était quand même similaires sur plein de points. Mais je pense que c'est important d'avoir des gens qui sont là pour te remettre en question. Je pense que ça, c'est... Voilà. Ouais, d'avoir des avis contraires. Au tien. Et notamment des personnes concernées que tu as envie de représenter. Aussi, je pense que c'est un peu important. Je pense que déjà aussi, peut-être écouter des podcasts ou lire des livres de personnes qui connaissent. Effectivement, petit placement de produit, voilà, on est pas contre. Non, mais genre, et même aussi d'écouter, ou peut-être tu peux même demander un avis à une personne concernée que tu connais, par exemple, ou, je sais pas si demain j'écrivais une histoire où il y a une femme voilée, je me verrais mal, juste écrire cette histoire sur une femme voilée en n'écoutant jamais ou en lisant jamais de parcours d'une personne qui a vraiment vécu ça, ou demander un avis, parce que moi, en vrai, personnellement, je pourrais pas dire est-ce que c'est bien ou pas, ou est-ce que c'est vrai parce que je l'ai pas vécu. Oui. Donc effectivement, je pense qu'on n'est pas obligé de vivre les choses, ou
pour l'écrire, mais par contre, c'est, comme tu as dit, hyper important d'avoir Complètement. une rigueur de... Mais parce que sinon, je trouverais ça vraiment dommage qu'on soit obligé de créer que de nous. Enfin, que ce qu'il y a sur nous. Tu vois, de ne créer qu'à partir de nous. C'est dommage, ça, je trouve. Enfin, c'est limitant. C'est plus complet, tu trouves, de s'inspirer du monde, tout simplement. Enfin, en vrai, c'est cliché, mais à dire comme ça. Mais par exemple, dans plusieurs films, dans 2 courts-métrages, pour être exact, j'ai représenté l'homosexualité dans l'islam, notamment. Mais j'étais un minimum renseignée. Enfin, notamment, j'avais une amie autour de moi qui est musulmane et pansexuelle et polyamoureuse. Et à côté de ça, c'était il y a très longtemps, j'avais lu un livre qui racontait typiquement cette histoire. Enfin, c'était un peu une reprise de ce livre-là. J'ai contacté l'autrice. L'autrice était en train de vivre ça. Et je lui ai demandé l'autorisation, je lui ai demandé un retour sur le film et elle a vraiment bien aimé. Donc en fait, je pense que c'est des choses comme ça aussi qui... En fait, c'est juste avoir une conscience de ce que tu fais et de pas faire les choses inconsciemment. Parce que pour le coup, pour avoir été jury dans certains festivals où du coup tu regardes des courts-métrages, il y a des trucs, en vrai, c'est hyper cliché. Et je pense vraiment que la personne derrière qui l'a réalisé n'a pas eu envie d'être offensante, mais de facto, en fait, c'était sexiste comme film. Et du coup, j'étais en mode, c'est chaud. Enfin, c'était des blagues, mais à travers l'humour, tu peux faire passer des trucs... Bon, bref. Mais c'est encore un autre sujet, l'humour. Ouais. Mais en plus, c'est ce par quoi t'as commencé, tu faisais des skates quand ouais. Je faisais de l'humour, je savais pas du tout ça. Ah ouais, le tout premier film que j'ai fait de ma vie, il s'appelle The Enquête of the Siècle. C'est une enquête policière, voilà. Okay. Je jouais un keuf. Un plaisir. Une keuf. Je jouais une enquêtrice. Mais c'était des sketchs, en vrai. C'était vraiment des blagues, mais c'était plus des blagues de situation. Enfin, en mode bam, je trébuche, c'est gaulerie, tu vois. C'était plus ça. En plus, toi, tu disais que t'as grandi avec YouTube. Maintenant, tu fais du cinéma, mais t'as envie de faire un peu... si je pouvais me multiplier complètement. Pendant très longtemps, je voulais ouvrir une chaîne YouTube. Bon, j'ai une chaîne YouTube en soi, mais c'est surtout une vitrine plus qu'une chaîne YouTube. Enfin, je veux dire, en tout cas, il n'y a pas la logique de créer du contenu régulièrement. Tu mets des courts-métrages dessus? Oui, voilà, je mets les courts-métrages et les coulisses du film dessus, mais c'est à peu près tout. Et comme c'est pas régulier, c'est pas être youtubeur, tu vois. Je sais que je voulais aussi lancer un podcast. J'ai pas le temps. Donc à un moment donné, il faut que je choisisse. Et du coup, là, j'ai choisi de me concentrer en fait sur le court-métrage et le cinéma pour mettre toutes les chances de mon côté là-dessus. En gros. Mais moi, j'aime trop participer à par exemple, participer au podcast ou même participer à des vidéos YouTube de potes ou des trucs comme ça. Ouais, et si vous faites, par exemple, sur l'Insta des dissociés, vous faites des petits... moi, je trouve que ça marche super bien et j'ai l'impression que même niveau stats, ça marche bien. Ça marche bien. Des petits concepts... si j'ai plus qu'on s'appelle... Combi-king. Ouais, c'est ça. On a fait des combi-king. Après, il nous en reste quelques-uns là à poster. Donc, en gros, c'était une parodie de Combini et de leur Fast and Curious. Et nous, on l'a fait en Fast and Queer Youth pour présenter toute l'équipe du tournage de Chroniques de la Forteresse et du King et les partenaires. Et du coup, en vrai, oui, ça marche bien. C'était un petit format régulier. Mais là, en fait, il faut qu'on se remette à trouver d'autres idées. Parce que, à un moment, déjà, c'est un peu dépassé. Enfin, pas dépassé, mais à un moment donné, déjà, nous aussi, en fait, ça nous saoule de faire que ça. Et même en termes de stats, sur les derniers, il y en a beaucoup moins qu'au début. Et ce qui est normal aussi. Mais du coup, on a hâte de trouver un nouveau concept. Moi, je sais que j'aimerais beaucoup lancer des mini-concepts sur Insta. Parce qu'en fait, sur YouTube, en fait, je pense que quand tu fais le contenu qu'on fait, c'est pas forcément intéressant d'être vraiment sur YouTube pour trouver des clients ou des clientes, mais sur Insta, beaucoup plus. Donc voilà, enfin, même toi, tu sais, avec ta com, etc., toi-même, tu sais, quoi. Toi-même, tu sais. Au niveau de ça, c'est quoi... Enfin, bon, là, on a dit que tu vas monter ta boîte. Mais c'est quoi exactement les étapes qui vont t'attendre cette année? Tu penses t'as des gros projets? Ou comment tu montes ta boîte, si tu veux nous en parler? Là, on a 2 clips en préparation et en tournage. On tourne... là, à la date où on tourne le podcast, on tourne là dans une semaine. Même pas, dans moins d'une semaine. Et ce clip-là, l'argent qu'on récolte grâce à ça sert à financer le court-métrage qu'on a tourné juste avant, donc Chronique de la Forteresse et du King. Juste après, il me semble, genre 1 ou 2 semaines après, on tourne un autre clip.
qui là va nous permettre de nous rémunérer un petit peu. Et puis après, là, les étapes qui nous restent à faire, c'est déjà finaliser notre site web, parce que du coup, Madison de Cinestrib nous fait notre site web, et il faut qu'on le finalise, il faut qu'on écrive encore quelques trucs, etc. Il faut qu'on mette à jour nos tarifs et nos offres, parce qu'apparemment, on fait des sous-prix, comment on dit ? On fait des sous-tarifs ? Non, ça se dit ? Tu te sous-vends, tu te Sous ? Les sous ? Les sous. J'ai besoin de sous. Mais apparemment, nos tarifs sont trop bas. Enfin, bon, c'est vrai aussi. Mais du coup, il faut qu'on les élève. Il faut qu'on réfléchisse à toute une stratégie de communication. Parce que, en fait, je suis tellement contente de ce qu'on a pu faire là avec CFK que j'ai vraiment pas envie que ça lâche par rapport aux gens qu'on a pu ramener aussi sur le compte et du coup, continuer à faire vivre tout ça. Oui, avec le dernier court-métrage, il a grossi votre compte Insta. Ouais, bah on a doublé, en gros. Ah ouais ? Ouais. Pendant 3 ans, on était en 3 ans, on a eu 500, 600 abonnés. Là, on est à 1300, 1200. Incroyable. C'est les Combi Kings, tu penses ? Ouais, c'est complètement les Combi Kings. C'est complètement les Combi Kings et les collaborations. Parce que on a fait en collaboration avec Holokid, entre autres, et Yax. Qui ont des gros comptes Insta. Et qui ont une bonne commune. En fait, c'est surtout des gens engagés. Donc, c'est un public qui va réagir carrément à ce que tu fais et tout. Donc ça, c'est trop cool. Donc voilà. Mais bref, pour revenir aux étapes, donc le site web, et puis en fait tout simplement lancer la SAS réellement, enfin l'entreprise, la légaliser, être accompagné de professionnels pour nous écrire nos textes de loi, parce que du coup là on serait 3 ou 4 dans l'entreprise, donc c'est quand même... il y a des gens, quoi. T'es pas tout seul, c'est pas comme en auto-entreprise où tu peux être tout seul à te gérer et au pire... voilà. Là, il y a quand même des prises de décision, il y a tout ça. Et après ça, en fait, ce sera de démarcher à fond. Donc même si là, maintenant, quand vous écoutez le podcast, vous avez envie d'un clip, n'hésitez pas. Je recommande ces personnes. Elles sont talentueuses. Mais pour de vrai, on va démarcher à fond. Et le but sera de vraiment trouver des bons partenariats, de trouver aussi des gens à long terme. Parce que là, les deux clips qu'on réalise, c'est pour la même personne. Et c'est cette personne-là, pour l'instant, qui nous nourrit. Hein. Donc, du coup, voilà. Et elle, pareil, je l'ai rencontrée sur Facebook. Donc, vraiment, faut pas négliger les réseaux sociaux. Et notamment les réseaux sociaux dits de boomers. Parce qu'en vrai, Facebook, c'est trop, trop bien. C'est là où il y a tous les groupes de recherche, en plus. Les groupes, il y en a pas. Sur Insta, ça n'existe pas. Donc, moi, je trouvais plein de taf aussi avec les groupes Facebook de musiciens. Je leur proposais des photos. C'est cool. Ouais, c'est cool de ouf. Et voilà, c'est ça les prochaines étapes. Et puis après, de clarifier aussi ma vision, je pense. Notre vision, du coup. Ça, c'est tout un langage d'entrepreneuriat. Sans transition. Sans transition, l'entrepreneuriat. Non, mais comment tu vis ça d'être dans un milieu artistique, mais du coup d'avoir tout un aspect entrepreneurial ça vient d'où ? Est-ce que t'aimes ça ? Je kiffe. Ouais. En vrai, je kiffe parce que... Je suis assez convaincue, plus persuadée que convaincue. Je suis assez persuadée que c'est en partie avec l'entrepreneuriat qu'on pourra reprendre le pouvoir sur nos causes et nos luttes. Et que je pense que c'est une manière beaucoup trop sous-estimée dans nos combats sociaux. Parce que l'entrepreneuriat, c'est beaucoup associé du coup au grand capital, à la droite, à tout ça. Et du coup, au fait d'être de droite, quoi. Et du coup, comment je le vis ? Je le vis très bien. Je sais que ça m'est arrivé en fait d'avoir plusieurs critiques autour de moi, mais à chaque fois, ça me touche pas forcément parce que en vrai, je sais pourquoi je fais ce que je fais et je sais que les causes que je défends sont justes. En tout cas, j'en suis persuadée. Donc, au moins, j'ai cette conviction profonde que ce que je fais, c'est pour un bien commun et aussi pour le mien, mais je suis, je pense, assez convaincue de ne pas faire ce que je fais pour de mauvaises raisons. C'est surtout ça. Et je pense que dès que tu sais ça, déjà, tu te sens bien avec ça. Parce qu'au tout début, je pense que j'étais un peu craintive de fait de m'afficher dans l'entrepreneuriat, dans les choses comme ça, parce que je sais l'image que ça a. Déjà, ce qui m'a aidée, c'est d'avoir un pote, Billy s'appelle, qui en fait s'est lancé dans l'entrepreneuriat. Et en fait, l'a affiché de ouf sur les réseaux. Et lui, c'était pour monter sa boîte de protéines végétales.
Mais il parlait des conférences qu'il faisait, des machins, des ateliers, des trucs et tout. Et je suis en mode, ok, en fait, on peut être entrepreneur et engagé, c'est possible de ouf. Et du coup, je me suis dit, bah, ok, en fait, j'ai le droit de dire que je fais de l'entrepreneuriat. Parce qu'en fait, c'est ça concrètement. L'entrepreneuriat, c'est globalement entreprendre un projet. Et c'est pas forcément obligé d'être politisé. Enfin, je veux dire, en tout cas, d'être catégorisé à droite, plus que politisé. Mais par contre, c'est réel que la plupart des gens qui le font plus pour avoir de l'argent et pas forcément pour des projets artistiques ou passion. Enfin, et ce qui est ok aussi, mais plus dans le sens, c'est pas forcément pour l'amour du bien. Mais c'est trop bizarre dit comme ça. C'est pas forcément, en tout cas, pour des causes justes, mais plus vraiment pour par envie d'entreprendre. Et donc, du coup, c'est plus des personnes un peu plus orientées à droite, dans ce que j'ai pu observer dans les gens autour de moi. Voilà. Ok. En gros. Et du coup, avec l'esprit entrepreneurial, t'as grave aussi, et tu l'as toujours eu, j'ai l'impression, ces trucs-là de prendre une place qu'on t'invite pas à prendre à la base. Et dans des milieux comme ceux qu'on côtoie un peu militants ou alors artistiques, je trouve qu'il y a vraiment un aspect de manque de légitimité dans la tête des gens, qu'on se sent pas légitime de prendre ces places-là, surtout quand on vient de minorité, quelle qu'elle soit. Et du coup, comment tu penses tu peux sortir de ça ou... je sais pas si on en sort un jour, mais comment du manque de légitimité? Bah ouais, tu sais, autour de nous, et on en parle souvent, on a plein de potes qui ont pas confiance et qui pensent que ils ou elles sont pas assez qualifiés pour ça et tout. Et toi, t'es un petit peu... je pense qu'il y a quand même... Toi, tu le ressens, mais je trouve que tu le combats de ouf, en tout cas. Bah, complètement. Et puis, je pense que l'une des seules manières pour nous sortir de ça, sortir du manque de légitimité, de croyance, c'est de faire. Et c'est en faisant que, avec l'expérience, tu te sens légitime. Après, il y a toute une question de société, machin, etc. Sauf que pour de vrai, à partir du moment où déjà tu t'affranchis du regard de la société, et ce qui est très dur à faire, mais je pense que je suis plus ou moins dans cette vague-là, tu t'en fous en fait d'être légitime ou de pas l'être. Juste, tu fais les choses. Et il y a aussi ce truc de on attend tout le temps le moment parfait pour faire les choses. Et en fait, faut juste faire sans que tu sois... sans être forcément... sans forcément attendre ce moment parfait parce qu'il n'arrive pas. Et aussi, il y a ce truc de l'entourage. Si tu te sens pas légitime, c'est aussi peut-être que ton entourage ne t'invite pas à l'être. Et c'est pas forcément le cas tout le temps. Ça se trouve, vous vous sentez tous illégitimes entre vous. Et en vrai, j'ai un peu ça autour de moi, de beaucoup de gens qui n'ont pas forcément confiance en leur travail, en leur capacité, même en leur talent, parce que parfois c'est aussi du talent. Mais en fait, c'est aussi quand toi, tu te sens assez légitime pour porter des projets, et je parle entre autres de mon cas et aussi peut-être un peu du tien, je suppose, c'est aussi, je pense, notre responsabilité d'apporter les outils aux personnes qui ont besoin et qui ont envie de... c'est pas hyper clair, j'ai l'impression, comme réponse, mais... Si, je pense que ce que tu veux dire, je sais pas, mais moi j'ai l'impression, par exemple, que un combat qu'on veut porter, quel qu'il soit, un combat politique, il se fait autant à l'extérieur que dans l'intime. Et moi, par exemple, si je veux que les femmes prennent confiance en elles, imaginons le féminisme, c'est aussi ça, tu vois, c'est pour qu'on soit à égalité avec les hommes, les hommes doivent se déconstruire, mais les femmes aussi, en fait. Parce que si on se déconstruit pas, on prend pas de place. Si on se déconstruit pas, on n'arrive pas à dire non. Si on se déconstruit pas dans une féminité hégémonique, bien sûr, les femmes sont différentes et tout, mais structurellement, on est moins invité à prendre la parole et machin, etc. Bref, t'as compris. Moi, je pense personnellement que pour que l'art soit plus engagé, par exemple, et que l'art, en tout cas, soit avec des représentations plus multiples et tout, en fait, ces personnes-là qui sont pas invitées à aller dans l'art, il y a deux freins. C'est déjà de base le monde qui veut pas de ces personnes-là. De deux aussi une précarité beaucoup plus importante. Et de trois, il y a aussi le fait que, en fait, du coup, on pense qu'on n'y a pas le droit et que nous-mêmes, on a des barrières extérieures, mais des barrières intérieures aussi. Après, moi, c'est...
La mentalité dans laquelle je suis en ce moment, et du coup ça se rapproche pas mal du stoïcisme, donc encore une fois un petit peu cliché entrepreneur, mais par contre c'est vrai, c'est tout ce que tu ne peux pas tout ce que tu ne peux pas changer de toi, ou tout ce qui n'est pas de ta responsabilité par rapport à monter un projet et par rapport à s'affranchir du regard des autres, et bah t'y prêtes pas attention. Tu te focalises uniquement sur les points sur lesquels tu peux changer toi, ou sur lesquels toi tu peux travailler. Et en fait, à partir de ce moment-là, ton entourage fait aussi. Enfin, à partir de ce moment-là, ça va enclencher quelque chose. Dans le sens où, par exemple, on te donne pas la place dans tel endroit ou tel ciné pour faire tes trucs. Et bah, tu peux pas changer ces gens-là, donc tu t'en fous. Mais la chose sur laquelle tu peux changer, c'est ne plus leur demander à eux, mais de juste aller voir ailleurs ou le faire toi-même. Et c'est sur ça où je pense que c'est hyper important, c'est de prendre conscience de notre pouvoir à nous, déjà personnel, sur les choses sur lesquelles on peut agir, et donc de notre responsabilité sur comment changer notre environnement ou changer les choses et comment changer notre vie au final. Du coup, voilà. Et je sais plus ce que c'était la question de base. Ouais, comment faire pour sortir de tout ça? Bah, en vrai, c'est de faire. Ça, c'est en vrai l'un des seuls conseils que j'ai. Et parce que, en vrai, quand j'ai commencé à faire des courts-métrages, si je m'étais dit, oh purée, en fait, j'en ai pas vraiment fait, machin. En vrai, je sais que je me suis aussi jamais posé la question. Et c'est peut-être aussi une chance. Mais pour le coup, j'étais quelqu'un qui avait très très peu confiance en moi, du coup suite au harcèlement au collège, etc. Et ma seule manière de m'exprimer, c'était à travers les courts-métrages, et je me suis juste donné cette place. Après, bah, personne va venir vous dire, bah tenez, vous avez le droit de parler, bah juste vous parler. Et après, bah, c'est hyper dur. En vrai, c'est des mini-habitudes aussi à implémenter dans son quotidien. L'entourage qu'il y a autour de toi, encore une fois. Je pense que l'entourage, ça joue énormément, parce que si ton entourage te laisse pas la place pour t'exprimer, si ton entourage dénigre un peu ce que tu fais, ou trouve que c'est des hobbies ou des choses comme ça, bah, c'est peut-être aussi qu'il faut mieux t'entourer. Enfin, pas que tu sois responsable de ces personnes-là, mais du coup, justement, les choses sur lesquelles tu n'es pas responsable, et bah, tu t'en occupes pas. Et la seule chose que toi, tu peux changer, du coup, c'est peut-être d'aller rencontrer de nouvelles personnes. Ouais, C'est peut-être ça, du coup. carrément. Et ça donne aussi peut-être espoir de dire que ça, enfin, il y a d'autres gens. Moi, je me souviens que j'avais une pote, par exemple, qui est comédienne Ouais. et qui a trouvé un job. C'est assez ouf parce qu'elle est sortie d'études, elle a trouvé direct un job qui faisait toute son intermittence dans une compagnie. Et au début, c'était génial parce qu'elle a appris plein de trucs, elle a eu son intermittence. Franchement, première année, avoir son intermittence, c'est trop ouf. Mais au final, c'était une compagnie qui n'était pas bonne pour elle. Enfin, ça se passait mal et c'était toxique et machin. Et c'était horrible pour elle parce qu'elle a l'impression que c'était toute la vie qui était comme ça et tout le monde. Alors que il y a plein de collectifs qui sont hyper bienveillants. Il y a plein d'autres personnes. Ouais. Bah, le deuxième conseil que je pourrais avoir, c'est de remettre en question toutes les croyances qu'on a. Et notamment au niveau de ce qui existe, de ce qui est possible. Après, bah, c'est aussi le rôle des gens qui ont déjà cette vision de le partager le plus possible, pour dire aux gens, bah, en fait, il y a d'autres chemins qui sont possibles. Mais je pense que ça, c'est vraiment un travail à faire soi-même, sur déconstruire toutes nos croyances. Moi, j'en avais énormément, par exemple, sur l'argent, des croyances. En fait, tu te rends compte que c'est pas forcément vrai. Et même, du coup, bah, par exemple, là, le fait que, bah, je sais pas, elle soit vraiment enfermée dans un collectif qui est horrible, t'as cette vision-là que, bah, en fait, tout est horrible. Et voilà, c'est... J'allais faire la métaphore de la grotte, là, de Socrate. Je connais pas. Socrate. J'ai aucune caverne. culture, quoi, vraiment. Là, il faut sortir de la caverne de Socrate. Il faut sortir de la caverne. Non, c'est pas le titre, mais en gros, c'est la métaphore que... mais en vrai, c'est cliché, mais c'est vrai. Mais c'est, en gros, c'est des gens qui vivent dans une caverne et ils voient que des ombres sur le mur. Et du coup, ils ont l'impression que la vraie vie, c'est ça. Et en fait, ils sortent de la caverne et ils se rendent compte qu'en fait, les ombres, c'était une réflexion du soleil sur leur vécu à eux. Et en vrai, bon, voilà, c'est un peu cliché, c'est résumé de manière très... c'est résumé de manière très rapide. Mais c'est un peu ça, je trouve, dans la vie. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai fait, du coup, la résidence d'entrepreneuriat. Et puis aussi, c'est de dire qu'on a
il y a des gens qui attendent qu'on raconte aussi ces histoires-là parce qu'elles sont pas assez racontées et qu'on n'est pas les seuls fous à vouloir que ce soit raconté. La preuve, dans Combi King, tu disais que il y a toute une communauté genre qui venait aussi des comptes avec qui vous avez partagé, mais la communauté était là et vous a suivi en fait, on attend des histoires comme ça et on est en demande de ça, quoi. Oui. Puis je pense que c'est à partir du moment où toi tout seul t'as une idée dans ta tête, c'est obligé que quelqu'un d'autre sur Terre l'ait aussi. Cette envie ou ce truc. T'es jamais seul dans tes idées. Enfin, il y aura toujours des gens pour te suivre dans un truc, même si c'est très spécifique. Donc voilà. Ouais, t'as fait un bootcamp là il y a pas longtemps. Donc ça c'est vraiment le typique entrepreneurial. Ouais. Pourquoi et qu'est-ce que ça t'a apporté? Alors, C'est bon. Du coup déjà le terme bootcamp, bon je sais que je l'ai un peu utilisé, mais en vrai c'est pas forcément un bon terme. Je saurais même pas trop quel terme définir cette résidence, mais du coup on peut dire que c'est une résidence d'entrepreneuriat. Et en gros ça consistait à aller dans un lieu, donc entre autres à Aix-en-Provence, où du coup tous les jours on avait des cours sur soit l'entrepreneuriat, sur le montage aussi, sur tout ce qui était communication, sur aussi l'introspection à travers la philo et la socio, et à travers des exercices autour de la spiritualité, et des cours après vraiment purement d'entrepreneuriat. Je suis allée faire ce bootcamp déjà parce que du coup je suivais la personne qui l'a lancé, donc c'est un youtubeur qui fait beaucoup d'expérimentation et qui est beaucoup dans l'expérience et dans apprendre par l'expérience. Et du coup il a lancé ce bootcamp. Et du coup, je me suis dit, c'est vraiment arrivé au moment de ma vie où je savais plus du tout ce que je voulais faire. Parce que je venais de monter sur Paris, ça avait pas trop marché. Et après, je suis revenue sur Lyon. Et j'étais en mode, bon, ok, qu'est-ce que je fais à la rentrée? Et là, c'était pendant tout le mois de septembre, septembre-octobre, où il y avait ça. Et je savais très bien que si j'y allais, j'allais pas être entourée de personnes qui étaient dans mes milieux. Donc, les milieux queer, les milieux militants, les milieux engagés. Mais c'était aussi une réelle volonté de ma part d'y aller par rapport à ça, entre autres, parce que justement, j'avais très envie de ne plus être dans mes milieux, parce que je pense aussi que j'ai fait un gros... comment on dit, un too much, là, un surplus, ouais, désolée, j'ai aucun t'inquiète. Un peu un surplus justement de ces milieux-là. Non, c'est juste, peut-être t'étais dans une bulle et que tu voulais essayer de voir autre chose. En fait, c'est ça, j'étais complètement dans une bulle, du coup, avec que des gens gentils, bienveillants, qui veulent la justice sociale, etc. Et c'est trop chouette. Mais je savais que la vraie vie, c'était pas ça. Enfin, que la majorité des gens, en fait, le sont pas engagés, je veux dire. Et qu'il y a d'autres réalités que ça. Et justement, je voulais complètement aller là-bas. Déjà pour rencontrer des nouvelles personnes, pour lier avec des gens avec qui je n'aurais jamais lié dans la vie quotidienne. Parce que tout simplement, j'irais jamais, en fait, par exemple, en école de commerce, aller voir des gens pour qu'on soit amis. Enfin, genre, bref, j'aurais jamais fait ça. Et là, c'était que des gens liés par l'envie d'entreprendre ensemble et de vivre une expérience commune. Et dès que je suis arrivée, effectivement, bon, c'était tout à fait le cas. Bon, il y avait une seule meuf, du coup, qui était là aussi en tant que participante. Et sinon, il y avait aussi une autre meuf qui était là en tant qu'intervenante. Mais du coup, en gros, on était 3 meufs et il y avait 12 mecs. Et ça me dérangeait vraiment pas. Et je pense que j'ai vraiment aussi apprécié ça parce que c'était dans un instant T. Et parce que je savais que ça allait être pendant 1 mois. Et donc, j'étais préparée à ça. Et je vais pas mentir, au début, j'avais quelques a priori, en vrai, sur les gens. Mais voilà, comme tout le monde, je pense aussi un peu des a priori. Quand on a fait notre visio avec tout le monde, j'étais en mode, waouh, ok, genre... c'est que des mecs go muscu qui vont tous à la salle et qui soit sortent d'école de co, soit veulent vendre des voitures, enfin bref, des trucs comme ça et tout. Mais en vrai, enfin... Je schématise un peu, je pensais pas vraiment ça en vrai, hein, mais du coup voilà, il y avait un peu aussi cette peur de me sentir vraiment rejetée par le groupe. Et au final, j'y suis allée, ça s'est vraiment grave bien passé.
Bien sûr, il y a toujours eu des moments où je me suis sentie un peu seule par rapport à certaines choses, où, par exemple, les blagues, on se faisait tout le temps des blagues, et c'est ok en soi, mais parfois c'était des blagues un peu homophobes, un peu transphobes. Un plaisir. Un plaisir. Et en fait, déjà d'une, ça m'a appris à énormément lâcher prise aussi. Ça voulait pas dire que j'étais d'accord avec ces blagues-là, mais ça voulait juste aussi dire que c'était pas de mon ressort, dans une certaine mesure, et que j'étais pas obligée d'être en constant combat contre les gens. Et de pas être obligée d'être constamment aussi en pédagogie. Juste, en fait, les gens se faisaient une blague entre eux, qui de base partait d'un truc rien à voir. Bon, moi, je l'ai analysé comme homophobe ou comme transphobe, mais c'est aussi parce que je suis habituée à ces milieux-là. Et par exemple, quand on commençait à parler de sujets un peu sociaux, ce qui m'a un peu frappée, c'était aussi la méconnaissance du truc. Et en fait, les gens, là-bas, ils sont pas du tout méchants. Là, par rapport à ça, ils ont pas du tout, en fait, justement, cette conscience parce qu'ils le subissent pas. Et c'est aussi, et c'est logique, en fait. Mais par contre, le truc que j'ai beaucoup, beaucoup apprécié par rapport à ça, c'est que je n'étais pas considérée comme une femme racisée lesbienne. Et ça, on me l'a jamais mis sur l'étiquette. On m'a juste considérée comme quelqu'un qui avait envie d'entreprendre, et on m'a traitée de la même manière. Et ça, je trouvais ça trop bien. Et c'est pour ça qu'en vrai, je pense qu'il y a aussi beaucoup d'a priori sur ces milieux-là, alors qu'en réalité, c'est juste que c'est une vision différente de la méritocratie et de l'économie et des choses comme ça. Mais quand t'es avec ces gens-là, je pense que ça faisait longtemps que je m'étais pas sentie autant boostée. Que là-bas, en étant un mois là-bas, j'ai pris une confiance en moi de ouf. Et justement, eux, ils sont beaucoup dans cette mentalité de, en fait, tout le monde peut le faire. Et si on veut, on peut. Mais ça n'empêche que cette mentalité-là, à ce moment-là, m'a fait beaucoup de bien. Parce que j'en avais un peu marre aussi d'être attachée au c'est la féministe qui fait des films lesbiennes, qui est polyamoureuse et qui machin. Bien sûr, personne me l'a jamais dit comme ça, mais souvent, je sais que on me rattache à des causes et qui sont vraies, que je défends, mais on ne m'identifie qu'à ça. Et je sais que moi, j'ai beaucoup de mal avec ça. Et du coup, là-bas, j'avais l'impression d'être juste quelqu'un. Et c'est marrant, pour le coup, pour un milieu qui est pas censé être à ce point-là ouvert, alors qu'en vrai, de ouf, tu vois. Et je sais que ça a été un échange dans les deux sens, que eux, ils m'ont énormément apporté par rapport à prendre confiance en soi, savoir fixer ses tarifs, savoir s'affirmer, et comment fonctionnent aussi les techniques tout simplement de business, etc. Mais en fait, il faisait tellement de choses aussi autour de l'introspection et autour de se connaître soi, que j'étais en mode, en fait, je pense juste qu'en dehors des idées politiques, on est globalement les mêmes. Et bon, ce qui de base, les idées politiques, c'est une très grosse partie de ma vie. Effectivement, mais voilà. je pense que typiquement, ils ont beaucoup à apprendre des milieux militants. Tu veux un mouchoir ? Non, t'inquiète, merci. Je pense que les milieux d'entrepreneurs et beaucoup de gens sur cette planète auraient beaucoup à apprendre du coup des luttes parce que c'est des réalités qu'ils n'ont pas, et aussi je pense qu'ils ferment un peu les yeux là-dessus personnellement. Et même c'est une grosse croyance que j'ai parce qu'à mon avis c'est quand même des gens qui ont accès aux connaissances qui pourraient les aider à faire que, tu vois, à mon avis il y a quand même beaucoup de je ferme les yeux et je fais mon truc, mais c'est mon avis là-dessus. Mais je pense qu'effectivement, les milieux militants ont beaucoup à apprendre de l'entrepreneuriat, pas dans un aspect capitaliste de productivité et tout, mais dans le sens où prendre confiance en nous et se structurer économiquement aussi, développement etc. perso. Ouais. Complètement. Après, pour le coup, je suis pas sûre qu'ils aient des œillères. En tout cas, par rapport aux personnes que j'avais autour de moi, je pense juste qu'ils ont vraiment pas cet avis-là. Je pense vraiment que pour eux, c'est vraiment pas... En gros, pour eux, on est vraiment responsable à 100% de nos actions et 100% de nous-mêmes. Et qu'il y a des réelles injustices qui existent, et ça, ils sont vraiment d'accord avec. Juste que pour nous, ça passe par les luttes, par être contre un gouvernement ou être contre quelque chose. Et eux, ça passe par je m'émancipe de la chose et je fais moi-même mon truc à côté. Donc en fait, la vraie chose qui différencie vraiment, je pense, c'est notre vision de la méritocratie et de la responsabilité individuelle. Et je pense que c'est vraiment ça.
Parce que je pense vraiment pas qu'ils ont pas conscience des choses. Parce que on parlait souvent de sujets, etc. Bon, après, il y a aussi des méconnaissances. Par exemple, quand on parlait des personnes trans, ils étaient vraiment pas du tout au courant de ce que c'était vraiment. Mais juste, ils savaient que les personnes existaient. Mais jamais, je pense qu'ils seraient allés contre ces personnes-là pour aller tu vois, les insulter ou les taper, etc. Mais c'est vrai que par contre, eux, dans leurs pensées, sont pas du tout déconstruits par rapport à ça. Ouais. Bah, je pense que j'imagine que pour toi, ce que ça a dû t'apporter aussi, c'est peut-être aussi de se dire, de toute façon, le but, c'est qu'on fasse société ensemble à un moment. Complètement. Avec les gens qu'on n'est pas d'accord aussi, avec, enfin, la politique, c'est faire société avec tout le monde, c'est pas... Et en fait, on va être confronté à des avis contraires et à des visions différentes. Et ces gens-là, faut aussi apprendre enfin, faut aussi savoir leur parler et savoir les toucher aussi. Et enfin, c'est compliqué de parler à des gens avec qui on est vraiment juste très fortement dans la non, c'est pas ça que je voulais dire. En mode pardon, je refais juste cette phrase. Je pense que c'est difficile de parler à des gens que tu veux vraiment pas, avec qui tu veux vraiment pas parler, avec qui moi par exemple je parle tout le temps de féminisme dans cet épisode, mais c'est le plus simple en mode sur le féminisme. Apprendre à parler aux hommes, ça a été un gros game changer dans ma lutte. Game changer. Game changer. Ah non, on parle d'entrepreneuriat, la frère, je suis à fond. Mais non, mais je sais pas, je trouve que tu vois, au début, j'étais vraiment en mode les hommes, non, et tout, ils font plein de trucs mal, et c'est vrai. mais maintenant, j'essaie de comprendre pourquoi, et c'est plus facile pour moi de leur parler. Ça veut pas dire que ça les excuse, mais c'est plus simple pour moi de leur parler. Est-ce que toi, c'est quelque chose qui te parle de tout ça? Ah bah déjà complètement, dans le sens où en vrai, avant que je dise à cette résidence, j'avais assez peu d'hommes qui étaient vraiment dans l'expression de la masculinité et de la virilité autour de moi. Donc en fait, je luttais contre des gens qui n'étaient pas autour de moi. Enfin, ou en tout cas, j'étais contre certains trucs de gens qui n'étaient pas autour de moi, à part mon père. Bon. Mais non, bon, ça je rigole, mais bref. Papa, je t'aime. Papa et moi, ne me déshérite pas. Quoique l'héritage, faut qu'on en... Non, bref. Mais du coup, en fait, ce qui m'a fait que, en fait, derrière, ça m'a permis, moi aussi, de casser les clichés que j'avais, en fait, sur les mecs, justement, à fond dans cette virilité. Et notamment, sur leurs émotions, sur leur manière de voir le truc. Parce que, vraiment, en fait, il y a tellement de... Enfin, en fait, ils m'ont apporté tellement de trucs, mais je pense qu'ils sont pas palpables. C'est très compliqué à expliquer, mais le moment, par exemple, qui, moi, m'a beaucoup touchée, c'était un jour où on faisait une expérience, et c'était une expérience forte en émotions, et à la fin de cette expérience, il y en avait plusieurs qui pleuraient ou qui étaient hyper touchés, et ça se voyait, et c'est vraiment typiquement pas les gars à montrer ça. Et du coup, rien que d'avoir vu ça, en vrai, ça m'a fait me dire, mais en fait, c'est peut-être juste moi aussi qui les déshumanise dans une certaine mesure, hein, je mets des gros guillemets sur ça, mais sur le côté... En fait, c'est juste que je pense qu'on parle tellement pas le même langage de base à travers nos luttes qu'en fait, ça ne marchera pas. Et c'est pour ça que je voulais vraiment y aller, au-delà même de l'entrepreneuriat et de moi, ma manière de l'entrepreneuriat et de prendre soin de moi et de mon corps en faisant du sport, en essayant de manger mieux, etc. C'était vraiment je sais plus le début de ma phrase. Alors, en gros, ce que ça enfin, tu cherchais pas que un apport pour toi et ton entreprise, tu cherchais aussi un dialogue. Une expérience humaine, en fait, et de voir aussi comment est-ce que c'est possible de dialoguer. Et en plus, la plupart, en fait, sont pas politisés, en vrai, pour de vrai. Mais j'ai aussi l'impression que c'est la majorité de la population qui ne l'est pas. Enfin, il y a les deux côtés très politisés, et puis au centre, il y a tout le reste. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est que la plupart des gens n'ont pas conscience des choses et fonctionnent juste pour eux-mêmes. Et en vrai, ça m'a fait un bien fou aussi d'être avec des gens très différents de moi, parce que ça m'a permis moi-même, en fait, de me re-questionner sur comment est-ce que je me plaçais sur plein de thématiques, en fait, tout simplement. Et aussi, ça m'a apporté en termes d'entrepreneuriat avec les cours qu'on a eus sur comment communiquer sur Internet, comment interagir avec sa communauté, enfin, toutes les choses comme ça. Mais ouais. Et ça, en vrai, le seul truc le gros truc que j'en retire et que je pourrais conseiller aux gens, c'est de vraiment sortir de leur zone de confort. Pas forcément d'aller avec 15 mecs de droite, hein, mais
Et je rigole en vrai, parce qu'en vrai, je suis même pas sûre qu'il soit de droite. Mais tu vois, c'est pas forcément ça, sortir de sa zone de confort. Mais vraiment, c'est en sortant de sa zone de confort, je pense qu'on peut après faire plein de grandes choses. Ouais. Voilà. Et pour tout ça, il faut de l'énergie. Et Ouais. pour moi, l'énergie, ça se trouve aussi dans l'inspiration. Est-ce qu'il y a des gens ou des collectifs, des films, des trucs qui t'inspirent? Je sais pas, c'est con, mais même pas forcément consigné. Tu me parlais souvent du Café Rosa à Lyon. Est-ce qu'il y a des endroits comme ça ou des choses qui te... Ouais, bah, je vais parler du coup des endroits où je vais et que j'aime beaucoup. Donc c'est vraiment des lieux, et c'est dans ces lieux-là où j'ai l'impression de ressentir une énergie de famille, une énergie de soutien, de solidarité. Il y a beaucoup le Café Rosa, du coup à Lyon 7, qui organise en fait plein d'événements culturels, militants, et c'est un lieu hyper chaleureux. Et en plus, c'est très très diversifié. Rien à voir. Mais d'ailleurs, j'aurais grave aimé aller mercredi à un truc sur la langue des signes. Enfin bon, bref. Je peux pas y aller, mais c'est... Enfin bref. Donc il y a le Café Rosa. Pas forcément ouais, en lieu, mais est-ce qu'il y a des collectifs un peu que tu connais, des films, des prods? Bah déjà, sinon, un autre lieu que j'aime bien, après je connais pas encore assez leur programmation, mais toutes les fois où j'y suis allée, je trouvais que c'était un lieu vraiment cool, c'était le Flâneur, qui est aussi à Lyon, et qui est une sorte d'auberge de jeunesse qui fait aussi café-bar. Et ça, c'est un endroit qui est hyper accueillant et hyper inclusif aussi, donc je trouve ça trop chouette. Mais sinon, en termes de collectif et film... Mais sinon, je dirais les gens autour de moi. La plus grande inspiration, c'est souvent l'entourage. Et en vrai, je dis pas ça parce que je suis sur ton podcast, mais sur ce que tu fais, en vrai, c'est hyper, hyper inspirant. Non. Et rien que dans les représentations que tu essayes de mettre en place dans tes shootings et même dans le podcast, enfin, comme ce qu'on s'est dit à un moment en privé, autour de moi, j'ai pas beaucoup de gens, en fait, qui veulent faire de l'entrepreneuriat et du militantisme et de l'art. Et du coup, bah, déjà, il y a toi, du coup. Et je dirais qu'il y a aussi Elsa, en vrai. Je lui dis pas assez. Ouf. Donc, bic, @bic, ouais, sur Insta. Donc BIYICK. Avec un E à la fin, je crois. Je regarderai toi. Peut-être, mais ce sera dans la description. On verra qui a raison. Voilà, votez pour votre personne préférée dans la pièce. mais Elsa fait des photos de ouf. Elle fait des photos de manifs, entre autres. Et c'est sur ça que j'ai commencé à la suivre. Et je trouve qu'elle a ce travail et ce talent de capturer les instants présents que je trouve vraiment très, très beau. Je lui dis pas assez. De toute façon, je sais pas si elle écoute là le podcast, mais si tu l'écoutes, voilà. Et ouais, je dirais autour de moi, bah, y a Noah aussi. Parce qu'il fait un travail sur lui-même que je trouve hyper inspirant. Donc Noah, du coup, c'est mon partenaire et c'est aussi du coup un réalisateur. C'est @em_Guardiola sur Instagram, mais sinon il fait aussi du drag king. Et donc c'est Mulderboy sur Instagram aussi. Et en fait, rien que sur ça, sur le fait d'exprimer son soi et de prendre confiance au fur et à mesure et d'oser diriger des équipes et d'oser créer ce qui ne se fait pas assez, bah rien que ça, je trouve ça hyper beau. Et sinon, bah, les Parasites, vraiment, ça c'est un collectif à aller voir. Ils ont un peu arrêté leurs travaux, mais tous leurs travaux d'il y a 4-5 ans, ils sont trop trop bien. Et peut-être qu'ils vont ressortir des trucs plus tard. Enfin, c'est hyper bizarre, mais je sais que je fais beaucoup des choses parce qu'aussi j'ai pas assez de trucs qui moi me parlent. Ah, tu manques de représentation, enfin de personnes qui... Moi, je trouve que je manque de représentation, ouais. Je trouve de gens qui t'inspirent et de... Ouais. Bah, y a beaucoup d'œuvres qui m'inspirent, genre, enfin, des films ou des choses comme ça. Enfin, par exemple, le portrait de la jeune fille en feu. Céline Sciamma. Par exemple, voilà, dans les petites inspirations, il y a Céline Sciamma. Après, j'ai honnêtement vu qu'un seul film d'elle, qui était le portrait de la jeune fille en feu. Mais parce que je sais que c'est aussi une réalisatrice lesbienne et ça joue énormément sur qui m'attire en termes de travail. Dans les gens qui m'ont réellement inspirée et changé toute ma vie, il y a Virginie Despentes. Ouais, parce que j'ai commencé à la lire quand j'avais 15 ans, à une époque où tout ce qui tournait autour du viol, c'était un peu compliqué à ce moment-là. Et
elle est venue genre comme un gros coup de poing sur la table, en mode bah ouais, vous avez le droit de subir des choses et en fait de vous en sortir. Vous êtes pas obligé en fait d'être triste toute votre vie, d'être cantonné à votre place de victime dans une agression. Et ça m'a fait un bien de ouf. Et même ses romans, ils m'ont trop parlé. Et je trouve qu'elle a une très belle plume. Je sais qu'elle fait beaucoup débat, mais en tout cas, ouais, Virginie Despentes. Voilà. Et si jamais Portrait de la jeune fille en feu, c'est sorti sur Netflix, donc vous pouvez aller le voir facilement. Non, ouais, je pense qu'on a pas mal de trucs. Est-ce que t'as un truc que tu veux rajouter ? Prenez soin de vous, en vrai c'est hyper important, parce que je pense que c'est vraiment ça qui va changer vraiment tout votre quotidien et toute votre vie. Dormez assez, mangez bien et faites un peu d'exercice physique si vous le pouvez, parce que pour de vrai ça change toute une vie. Moi je sais que je le fais pas assez, et vraiment pas assez, mais je commence déjà à mieux dormir par rapport à avant et à prendre beaucoup plus soin de moi dans ce que je mange, parce que je me dis que tout ce qui va dans mon corps, c'est après ce qui va... Enfin, ça va, en fait, c'est tout ce que c'est mon essence, en fait, toute la nourriture. Donc, si on a envie d'être productif, si on a envie de créer des projets, de monter des choses, et ben déjà prendre soin de soi. Mais c'est vraiment la première étape avant même de monter tout ça. De ouf. Voilà. Trop bien. Et n'hésitez pas à faire des projets engagés et tout, comme ça avec Maëva, on pourra regarder et avoir plus d'inspi. De fou. De fou. Et si vous avez des références d'ailleurs, dites-les nous. @les dissociés sur Instagram. Oui, où te retrouver, les dissociés sur Instagram, sur YouTube. Sur YouTube, et puis même mon compte perso, Maëchaz sur Instagram. Je aussi. vous mets tout dans les notes du podcast. J'adore faire ça, my God. Et ben, merci beaucoup Maëva. Merci à toi, c'était un plaisir. C'était trop chouette, on a parlé de plein de trucs, donc de merci beaucoup. Si vous faites partie des vaillants et des vaillantes qui sont encore là, merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il vous aura plu. J'espère que le son est meilleur et que ça s'entend. N'hésitez pas à soutenir le podcast s'il vous plaît encore une fois. N'hésitez pas à envoyer un message à Maëva si vous voulez lui proposer des projets. Je suis sûre qu'elle en serait ravie. Je vous mets toutes les informations en barre d'infos dont vous avez besoin. Toutes les notes, toutes les choses qu'on a abordées seront en description. En tout cas, je vous souhaite de très beaux projets et on se revoit dans 2 semaines pour le tout dernier épisode de l'année. Donc voilà, en plus un nouveau concept et tout. J'ai trop hâte de vous montrer ça et j'espère que ça vous plaira. Je vous souhaite une très belle journée, de très bonnes semaines et on se dit à très vite. Des bisous!